Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons aborder un mystère historique. Nous allons parler de l'auteur de théâtre le plus populaire en France, le plus connu peut-être à l'étranger. Il s'agit de Molière. On lui doit, juste pour mémoire comme ça, histoire de se faire plaisir, quelques pièces comme Les Précieuses Ridicules, comme L'École des Femmes, comme Le Tartuffe, Don Juan, Le Misanthrope, Le Médecin malgré lui, Georges Dandin, L'Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, Les Femmes Savantes et Le Malade Imaginaire. Je ne les ai pas toutes citées, mais enfin avouez que quand même là il y a quand même pas mal de chefs-d'œuvre qui ont été couchés sur le papier. Alors en ce qui concerne Molière, plusieurs questions se posent et vous doutez bien que nous allons nous les poser ce soir. Premièrement, a-t-il réellement écrit toutes ces pièces, tous ces chefs-d'œuvre? Où sont-elles nées de la plume de Corneille, qui les aurait écrites pour Molière, moyennant finance? Avouez que la question est quand même assez étonnante. Autre question, le masque de fer. Vous savez, ce célèbre prisonnier, qui se cachait sous ce masque de fer, qui est mort en prison sans qu'on ne connaisse son identité? Eh bien, ce célèbre prisonnier qui est mort en prison, était-ce Molière? Molière ne serait donc pas mort sur scène lors de la 4e représentation du Malade Imaginaire. Étonnant comme question également. Eh bien, pour explorer ces pistes historiques audacieuses, j'ai invité Jean-Jacques Barlois, docteur ès sciences et spécialiste de cryptozoologie, qui est intervenu déjà une première fois dans les aventuriers de l'étrange à ce titre, et grand amateur d'histoire également. Jean-Jacques Barlois, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans les aventuriers de l'étrange à nouveau pour explorer avec vous ces deux questions qui laissent quand même pantois. Première question, est-ce que c'est Corneille qui est l'auteur de tous ces chefs-d'œuvre que l'on doit à Molière? Alors justement en question. Et le masque de fer, ce célèbre prisonnier inconnu, était-ce Molière, qui donc ne serait pas mort sur scène, comme le dit l'histoire, et peut-être la légende? Alors vous savez que vous pouvez intervenir dans cette émission, poser vos questions à mon invité Jean-Jacques Barlois. Il y a deux biais pour cela. Les SMS, vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, votre réaction. Si vous êtes homme de théâtre, si vous êtes acteur, metteur en scène, si vous aimez le théâtre tout simplement, et si comme nous vous vous posez des questions, ou si vous avez lu quelques livres à ce sujet, vos réflexions, vos réactions nous intéressent, vous envoyez donc le tout pour les SMS au 71 200, ou vous pouvez carrément intervenir de vive voix si vous en avez envie. Vous appelez Morad à notre standard au 0826 300 300, 0826 300 300, et vous allez pouvoir venir nous rejoindre pour cette conversation qui s'annonce passionnante avec Jean-Jacques Barlois. Et puis à la fin de l'émission, aux alentours de 23h15, 23h20, place à vos témoignages.
Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, n'hésitez pas à venir appeler au standard, vous inscrire pour passer tout à l'heure à l'antenne. Pierre Macias viendra me rejoindre pour écouter vos témoignages et vous apporter quelques éléments de réponse. Je vous rappelle un site internet qui parle de parapsychologie, c'est celui que Pierre a créé. Il s'agit de psiland.org, psiland.org, où il y a tout ce qui concerne le domaine du paranormal. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Jacques Barlois avouait quand même que les questions que l'on va se poser ensemble ont de quoi laisser perplexe quand on sait la stature qu'a Molière quand même dans le monde du théâtre français, y compris encore actuellement. Évidemment, il ne se passe pas une année sans qu'une de ses pièces soit montée, mise en scène par des grands ou petits metteurs en scène, par des petites ou des grandes troupes, L'Avare, le bourgeois gentilhomme, Georges Dandin, enfin bon, c'est les précieuses ridicules, le Tartuffe, Don Juan, qui est un monument du théâtre. Avouez que quand même, déjà oser poser la question, c'est presque un crime de lèse-majesté, oui, vous ne trouvez pas, hein? Et c'est pour cela que ces deux questions que vous avez très bien exposées, d'ailleurs, ont toujours été étouffées. Et je voudrais rendre hommage à ceux qui les ont posées les premiers. Alors, premier coup de tonnerre dans l'univers molièresque, 1883, un obscur historien de Bordeaux, Anatole Loquin, lance la thèse « Molière était le masque de fer ». Il est tellement effrayé par sa propre audace qu'il n'ose pas publier son petit opuscule sous son nom. Il prend un pseudonyme, celui d'Ubald. Évidemment, tout le monde lui tombe dessus, la comédie française veut le démasquer, etc. Et finalement, au bout de quelques années, on saura que Ubald, c'est en fait Anatole Loquin. Et puis, deuxième coup de tonnerre, 1919, alors un écrivain célèbre, lui Pierre Louis, l'auteur des chansons de Bilitis, de La femme et le pantin, etc., publie un petit article dans un journal à l'intermédiaire des chercheurs et des curieux intitulé « Corneille est-il l'auteur d'Amphitryon ?» Il part donc d'Amphitryon et il va ensuite étendre son hypothèse et donc en arriver à cette constatation. Pour lui, c'est une certitude, c'est Corneille qui a écrit l'œuvre de Molière. Bon. Et là, il va se passer à peu près le même processus qu'avec Anatole Loquin. Tout le monde lui tombe dessus, etc. Et au bout d'un moment, Pierre-Louis, il décide de se taire parce qu'il en a un peu assez. Bon, il s'y prend assez mal. Il dit que tel jour, il va donner des preuves absolues de ce qu'il avance. Le jour se passe, il n'y a pas les preuves. Bon. Mais ces deux affaires ont continué à progresser, je dirais, un petit peu d'une façon souterraine. Le Molière Masque de fer, l'hypothèse fait assez peu parler d'elle. Sans me vanter, j'ai été le seul pratiquement depuis une vingtaine d'années à la ressusciter. J'ai beaucoup écrit dessus, j'ai même fait une pièce de théâtre. Au contraire, l'hypothèse Corneille-Molière est redevenue très en vogue et depuis 3 ou 4 ans, il est paru 3 ou 4 bouquins. Il y en a encore un qui est apparu tout récemment. Donc, on en parle. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui me paraît d'abord très intéressant, c'est que chez Molière, alors que tout le monde a l'impression que la vie de Molière est bien connue, que son œuvre ne pose pas de problème, et bien finalement... On imagine, parce que c'est quelqu'un qui a été exploré à la loupe, évidemment. Mais tout est mystérieux. Rien n'est sûr. Par exemple, vous vous promenez dans le centre de Paris, dans le quartier des Halles, vous tombez sur une plaque, ici était la maison natale de Molière, rue du Pont-Neuf, vous allez 100 mètres plus loin, rue Saint-Honoré, ici était la maison natale de Molière. Maison natale, c'est un peu trop pour un seul homme. Oui, déjà, sa date de naissance, on n'en est pas sûr, il serait né le 13 ou 14 janvier, on ne sait pas, 1622. On n'est pas sûr de la date, on n'est pas sûr de... Bon, si, la maison natale, on sait que c'est celle de la rue Saint-Honoré qui était la bonne, et en fait, c'est pas la maison actuelle, mais c'était l'emplacement. On a laissé l'autre plaque, qui est d'ailleurs plus belle, et tout est comme ça. Le pseudonyme, si je vous demande pourquoi Jean-Baptiste Poquelin s'est-il appelé Molière, en fait, on ne le sait pas. Il y a plusieurs hypothèses. On a souvent dit que c'était le nom d'un village où il était passé, parce qu'il y a beaucoup de Molière en France. Bon, plus vraisemblablement, c'était le nom d'un écrivain qu'il admirait, un certain Molière, qui avait écrit un roman du nom de Polyxène, qui était mort un peu avant. Et il y a une autre hypothèse qui a fait surface récemment, c'est que Molière aurait été le nom d'une arrière-grand-mère de Corneille. Tiens. Et c'est Corneille qui aurait soufflé ce pseudonyme à Jean-Baptiste Poquelin. Intéressant. Mais bon, on n'a pas de preuves, vraiment. On faudrait rechercher. Bref. Un mystère. Bon.
Alors, autre des mystères, et je pourrais vous en citer 25, c'est ce que j'appelle ça les petits mystères. Allons-y, parce que c'est ça qui sont intéressants, justement. Oui, alors il y en a un qui est un peu gênant, mais qui... Alors là, on va arriver déjà à des mystères plus graves, c'est sa parenté avec Armande Béjart. Bon. Molière a d'abord eu au temps de l'illustre théâtre comme maîtresse Madeleine Béjart, une blonde plantureuse. Bon. Oui. Et 20 ans après, il épouse Armande Béjart. Ah, il y a des gens qui se posent des questions. Et vous voyez quelles questions. Et évidemment, comme Molière avait beaucoup d'ennemis, on a fait courir une rumeur. Armande Molière a épousé sa fille. Alors ça, vous imaginez, si ça avait été prouvé, c'était le bûcher en place de Grève. Ah oui, là, tout de suite. Ouais. Oui. Alors, pour couper court aux rumeurs, d'ailleurs, Louis XIV a accepté d'être le parrain d'un des enfants de Molière et d'Armande. Bon, on sait aujourd'hui qu'Armande n'était pas la fille de Molière. On a dit que ça pouvait être la sœur de Madeleine. On pense plus vraisemblablement que c'était bien une fille de Madeleine Béjart, mais d'un autre homme. Bon. Mais compliqué, effectivement. Oui. Mais retenons cette affaire qui va avoir certainement quelques suites. Et autre énigme, alors là, incommensurable, qui va nous faire arriver à un autre mystère, l'absence quasi totale de manuscrits de Molière. On a pratiquement rien. On a une ou deux factures signées de son nom avec une faute d'orthographe, mais non seulement on n'a pas les manuscrits des pièces, ça encore ça peut s'admettre, mais le plus extraordinaire, c'est un mystère insondable, c'est qu'on n'a pas une seule lettre de lui. Or, même si on écrivait peut-être moins à cette époque qu'à la nôtre, tout Français de l'époque, surtout tout érudit, tout écrivain, avait des correspondants, écrivait. Et même si pour une raison ou une autre, la police avait voulu faire disparaître les papiers de Molière, ça aussi, ça pourrait s'admettre. Oui. Si Molière avait écrit à des centaines de correspondants disséminés à travers l'Europe, on aurait quand même retrouvé ses lettres. Or, on n'a rien retrouvé. Alors, attendez. Là, laissez-moi terminer. Alors, on arrive à une conclusion qu'on ose à peine dire. J'ose à peine la dire. Je dis pas que j'y crois, mais c'est une conclusion un peu logique. C'est un peu gênant. Molière ne savait même pas écrire une lettre. Non. Ah bah écoutez, non mais oui, je dis pas que c'est vrai, mais il y a des gens qui le disent. Mais attendez, Jean-Jacques Barlois, parce que déjà il y a deux choses qui m'ont vraiment étonné dans ce que vous venez de dire, c'est que on n'a aucun manuscrit de la main de Molière des pièces. Non, on n'a rien du tout. Et je vais même, parce que, allez, il faut être un peu poète, je vais vous citer 3 vers du poète François Coppée qui résument très bien la question. C'est un poème adressé aux moliéristes, c'est-à-dire les spécialistes et les passionnés de Molière. Écoutez ça, je vais prendre une voix de comédie française pour me raccommoder avec elle. Et vous, dévots du Dieu, si vous trouviez demain 2 lignes seulement écrites de sa main, vous seriez honoré par quiconque sait lire. Et ces 2 lignes, on ne les a jamais trouvées. Même pas. Non. Parce que bon, on sait que à cette époque-là, il y avait pas de machine ni d'ordinateur. Non, évidemment. Oui. Mais à ce siècle-là, comme vous l'avez souligné dans la deuxième partie de votre propos, un grand intellectuel, un grand créatif, avait au moins des correspondances assez assidues avec d'autres intellectuels, avec d'autres hommes de théâtre, enfin des choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de recueils de correspondances de grands hommes illustres, évidemment. Et là, vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas retrouvé une lettre. Non, pas une. Non, c'est comme ça. Ben, j'y peux rien. Je peux pas vous faire plaisir en vous disant qu'on l'a retrouvé. Alors, il y a toujours de fausses alertes. Et il y a une petite histoire récente. On a rapporté qu'avant la guerre, une dame dans un grenier de Sannois, dans la banlieue nord-ouest de Paris, avait trouvé un paquet de manuscrits. Vous savez, le paquet de manuscrits ficelés dans un grenier, c'est le rêve des historiens. Alors là, c'était un paquet de manuscrits comprenant entre autres une pièce de théâtre et signé M. Vous me direz, M, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, cette dame y est retournée après la guerre, n'a plus rien trouvé. Mais il y a un historien quand même qui s'appelle Didier Oudinot qui a prévenu la mairie de Sannois et les archives locales qui ont fait des recherches, mais à ma connaissance, on n'a rien trouvé jusqu'à présent. Mais enfin, il ne faut négliger aucune piste, c'est très bien d'avoir cherché. Alors là, on est en face d'un mystère insondable. Bon. Et si vous voulez, c'est par cette brèche que se sont engouffrés Pierre-Louis et ses successeurs
pour dire, mais Molière, non, s'il savait pas écrire de lettres, il savait encore moins écrire de pièces, donc c'est pas lui qui a écrit ces pièces. Voilà. Bon, alors, il y a une certaine logique, vous avouerez. Ah mais complètement, Jean-Jacques Barlois. On va faire une première pause parce que là c'est un véritable coup de tonnerre parce que comme vous le dites, n'ayant aucun manuscrit, aucune ligne, même pas deux. Oui, enfin, on a peut-être on a une ou deux factures. Oui, dont une avec une faute d'orthographe, oui, vous avez précisé, donc, ce qui est un peu désobligeant. Je veux dire, on est en droit de se poser de manière scientifique, de poser l'hypothèse, Molière savait-il seulement écrire? Alors, on va se poser la question avec les deux autres questions dont j'ai parlé, évidemment, en préambule de cette émission. Une pause et on se retrouve tout de suite après. Vous savez que vous pouvez intervenir dans cette émission si vous êtes homme de théâtre, si vous êtes un érudit dans ce domaine-là, si vous êtes un amateur de Molière, vous pouvez participer à cette conversation qui s'annonce passionnante avec mon invité Jean-Jacques Barlois. Vous appelez Morad au standard au 0826 300 300, 0826 300 300 ou encore vous m'envoyez un SMS, ça arrive sur l'écran qui est juste sous mes yeux, comme l'a fait Dominique Doloron qui nous envoie son bonsoir ainsi qu'aux auditeurs. Merci Dominique. Donc vous envoyez un SMS, vous tapez Sud, un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200 et on va revenir sur le cas Molière dans quelques minutes. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Ce soir, les mystères de Molière au centre de notre préoccupation, de nos préoccupations avec mon invité Jean-Jacques Barlois, qui a d'entrée comme ça lancé un véritable pavé dans la mare en se posant légitimement la question de savoir si même Molière savait écrire, évidemment. Avouez que c'est énorme, Jean-Jacques Barlois, quand même, comme question, mais que si on est témoin avec un peu de recul, c'est vrai qu'on est en droit de se la poser, vu qu'on n'a rien trouvé d'écrit de la main de Molière. Alors donc, Pierre-Louis et d'autres auteurs ont imaginé que c'était Corneille qui avait écrit l'œuvre de Molière. Il y avait eu des contacts entre les deux hommes et alors la réaction que tout le monde fait quand on dit ça, c'est les deux œuvres sont très différentes. Erreur, faux. Elles ne sont pas si différentes que ça. Parce qu'on a l'image Corneille, auteur de tragédie, Molière, auteur de comédie. Il ne faut pas oublier que Corneille a écrit beaucoup de comédies. Molière a écrit des pièces, vous parliez de Don Juan, qui se terminent assez mal aussi. Oui. Et il y a énormément de ressemblances. Alors là, je ne peux pas tout vous citer, il faut reprendre des livres sur la question. Et il y a eu, vous le savez, une collaboration officielle entre les deux hommes qui a donné une très belle pièce, c'est Psyché. Bon. Oui. Alors, est-ce que Psyché ne serait pas un peu la partie émergée de Lisbeth? Bon. Alors, si vous voulez, il y a des gens qui ont donc disséqué les deux œuvres et qui ont trouvé des ressemblances étonnantes. Par exemple, dans Sertorius de Corneille, on trouve le vers suivant « Ah, pour être romain, je n'en suis pas moins homme », et dans Tartuffe de Molière, au moins en principe, « Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme ». Bon. On trouve, par exemple, dans Le Menteur de Corneille, il y a un personnage qui dit « Si quelqu'un l'entend mieux, je l'irai dire à Rome ». Et la dernière réplique du bourgeois gentilhomme, c'est « Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome ». Bon, alors ça, je pourrais vous citer 50 exemples. Comme ça, on trouve les mêmes tics chez les deux. Par exemple, l'expression « je ne sais quoi » qui revient fréquemment chez les deux. Bon, est-ce que c'était pas à la mode, oui? Oui, alors, évidemment, il peut y avoir une question de mode, il peut y avoir des expressions en vogue. Il ne faut pas oublier non plus que Molière a beaucoup joué Corneille, donc il pouvait avoir dans la tête des réminiscences involontaires de Corneille. Sûr, oui. Mais enfin, il y a quand même énormément de choses. Mais il y a plus extraordinaire que ça. Par exemple, on trouve du patois normand dans les pièces de Molière, qui en principe ne connaissait pas le normand, et on ne trouve pas d'occitan ou languedocien, alors qu'il avait parcouru le Languedoc et notamment séjourné à Pézenas. Bien sûr. Bon. À un moment, dans une pièce, dans le Midi, on doit être un peu choqué, il situe la tramontane en Gascogne, alors que la tramontane souffle du côté des Cévennes. Curieux pour quelqu'un qui a fréquenté le Midi. Il y a beaucoup de juridisme dans l'œuvre de Molière, alors que Molière n'était pas juriste, alors que Corneille l'était. Et un petit détail assez amusant, c'est dans les femmes savantes. L'une des femmes savantes s'appelle Armande. Et Armande est un personnage antipathique. Bon, plutôt antipathique. On comprend mal que Molière ait donné le prénom de sa femme, Armande Béjart, avec laquelle il s'entendait bien à l'époque, à un personnage peu sympathique. Tout s'explique si c'est Corneille qui a écrit Les femmes savantes. Parce que Corneille, qui en dépit de ses airs sérieux était un petit coquin, on le sait, aurait fait des avances à Armande Béjart qui les aurait repoussées. Et se serait vengé comme ça.
Alors, je sens qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Molière n'a pas changé? Eh bien, parce que dans cette hypothèse, Molière aurait été sans consistance devant Corneille et se serait incliné sur tout. Alors, il y a aussi des problèmes de délai. Bon, parce que quand on connaît un peu la vie de Molière, qui était surchargé par ses multiples tâches, on ne comprend vraiment pas qu'il ait pu écrire Les Fâcheux en 15 jours ou L'Amour médecin en 5 jours, alors que Corneille, qui était dans sa tour d'ivoire, lui expédiait ça comme il voulait en une pièce en 5 jours, vous voyez. Oui. Bon. Et d'ailleurs, alors, il y a énormément aussi de petites phrases, on en retrouvera d'autres avec l'hypothèse du masque de fer, des petites phrases bizarres. Par exemple, dans la préface des Fâcheux, Molière lui-même écrit « Tout cela ne fut pas réglé entièrement par une même tête ». Et Thomas Corneille, le frère de Pierre, donc, qui a fait une pièce sur Don Juan après celle de Molière, écrit curieusement, en gros, cette pièce est la même que celle que feu Monsieur de Molière fit jouer en prose peu de temps avant sa mort. Pourquoi fit jouer? Et il écrit même ce célèbre auteur sous le nom duquel cette comédie est toujours représentée. Pourquoi sous le nom duquel? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre tout ça? Ah oui, c'est ça. Alors, dans la dédicace d'Amphitryon, Molière lui-même écrit qu'après tout, il s'attribue une gloire que je n'ai peut-être pas méritée. Bon, si vous voulez, il y a des tas de petites phrases, de petits clins d'œil qui n'emportent pas la décision. Alors, il y a des contre-arguments. Vous savez, il y a toujours des contre-arguments. Le contre-argument principal, c'est que Corneille, officiellement du moins, n'a pas écrit de pièces en prose. Il a écrit de la prose, mais pas en théâtre. Bon, enfin, qui peut le plus, peut le moins. Si Corneille savait écrire des pièces en vers, il pouvait écrire des pièces en prose. Oui. Alors, bon, je ne dis pas qu'il faut attribuer l'œuvre de Molière à Corneille. Alors là, dans les partisans de la thèse Corneille-Molière, vous avez deux camps. Vous avez les radicaux qui attribuent à Corneille toute l'œuvre de Molière. Carrément, toute l'œuvre, d'accord. Et vous avez les modérés qui lui attribuent ce qu'il y a de mieux, c'est les grandes pièces, et dans lesquelles, si vous voulez, Molière aurait injecté des scènes de farce. C'est vrai que dans les pièces, les grandes pièces, comme on dit, tout d'un coup, il y a une scène de farce très drôle, très amusante, comme par exemple Monsieur Dimanche, le créancier qui vient trouver Don Juan, mais qui n'apporte rien, si vous voulez, qui semble un peu plaqué, vous voyez. Bon, alors, je vous fais part des hypothèses en cours et en cause, je ne dis pas que je les approuve. Je voudrais lire, sans l'approuver complètement, ce que dit le professeur François Vergniaud comme conclusion de ses études sur le sujet. Il dit ceci, la disparition définitive de Molière, entre guillemets, signe l'avènement d'un génie qui dépasse Shakespeare et Dante, du plus grand créateur de tous les temps. Bon, je lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Moi, je ne vais pas jusque-là. Mais vous voyez qu'il y a de quoi se poser des questions, effectivement. Alors, dites-moi, si on ne trouve rien du côté de chez Molière, en termes de documentation, d'écrits, etc., est-ce que, en fouillant du côté de chez Corneille, on peut trouver des traces, parce que Corneille, lui, a eu une correspondance. Oui, non, mais on ne trouve pas de traces pouvant prouver une collaboration, parce que les deux avaient décidé, s'il y a eu cette collaboration, ils avaient décidé tous les deux de la cacher. Bon, parce que si vous voulez, on fait un petit peu le schéma, Molière était riche, Corneille était pauvre, c'est pas si simple que ça, mais grosso modo, c'était un petit peu ça. Molière était débordé, comme je l'ai dit, Corneille avait du temps libre, et puis autre chose, Molière pouvait attaquer tout le monde. C'était le seul homme du royaume qui pouvait attaquer tout le monde, grâce à la protection du roi. Corneille ne pouvait pas, si vous voulez. Donc, c'était un peu l'aveugle et le paralytique. Ça pouvait arranger les deux, vous voyez. Et alors, il faut bien se dire aussi une autre chose qu'on a fait remarquer, c'est qu'est-ce que c'était qu'un auteur dramatique au XVIIe siècle. Bon, on fait beaucoup d'histoires avec ça. On sait qu'à de tout temps, il y a eu des nègres. On sait qu'Alexandre Dumas avait une usine de nègres. On sait que même quand vous voyez une toile de Rubens, on sait bien que c'est pas Rubens qui a tout fait, évidemment. Bon, oui. Il avait ses élèves avec lui, bien évidemment. Sûr. Et il semble qu'au XVIIe siècle, quand un auteur dramatique avait fait le plan de sa pièce, finalement, il se considérait comme l'auteur, vous voyez. Et le remplissage par les vers ou la prose, c'était assez secondaire, vous voyez. Donc tout ça, bon, si vous voulez, on n'était pas derrière les gens.
je crois qu'il y a beaucoup d'autres problèmes comme ça dont on parle moins parce que les auteurs sont moins importants. Bon, on se demande si La Rochefoucauld n'a pas trempé dans La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, bon, etc., etc. Et il n'était pas très à cheval là-dessus finalement. Ça Comment avait peu d'importance finalement. Oui, donc ça avait assez peu à cette époque-là, je veux dire, au au XVIIe siècle. Aujourd'hui, il y a quand même des droits d'auteur qui sont plus ou moins protégés. Oui, Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des nègres et des plagiaires et tout ce qu'on veut. Mais à l'époque, non, c'était pas. Ils n'avaient pas cette notion de propriété intellectuelle telle qu'on l'a maintenant. Entre nous, nos grands auteurs classiques, ils sont pas tellement foulés pour les sujets. Ils ont presque tout repris dans l'Antiquité. Quand on voit La Fontaine, les fables de La Fontaine, c'était repris à Ésope ou à d'autres. Non, c'était pas. Il n'y avait pas tellement de scrupules pour ça, si vous voulez. Alors, la question en est là. Si vous voulez en savoir plus, il y a eu de nombreux livres sur la question. Le dernier en date de Jean-Paul Goujon, qui est un spécialiste de Pierre Louis, et Jean-Jacques Lefrère, Ôte-moi d'un doute, chez Fayard. Il y a eu celui de Denis Boissier, L'affaire Molière, chez Jean-Cyril Godefroy, enfin, etc. Il y en a eu d'autres. Ils reprennent les mêmes arguments, un peu chose près. C'est intéressant. Bon, c'est toujours intéressant de secouer le cocotier, parce que ça provoque une polémique qui peut être féconde. Oui. Alors après, nous allons voir l'autre énigme. Alors, juste avant de voir l'autre énigme, parce que j'ai encore une ou deux petites questions à vous poser sur cette première énigme quand même. Mais allez-y, oui. On va se faire une petite pause et on se retrouve, Jean-Jacques Barlois, parce que vous connaissez quelques personnes à la Comédie Française. Oui. Et j'aimerais savoir, selon vous, vous me répondrez à cette question dans quelques minutes, quel est l'avis du monde du théâtre vis-à-vis de cette possible éviction de Molière. Là, Molière tombe de son piédestal pour le coup. Oui. Si c'est Corneille qui a écrit ne serait-ce que les plus grandes des pièces, quand même. C'est un peu fâcheux pour reprendre un terme propre à Molière. Alors, une petite pause et on se retrouve pour en parler juste après. D'accord. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous avons avec mon invité Jean-Jacques Barlois exploré le premier mystère de Molière, puisque le titre de cette émission, c'est donc, vous l'avez noté, Les mystères de Molière. Il y en a plusieurs, on va attaquer le second concernant le masque de fer dans quelques minutes. Mais Jean-Jacques Barlois, concernant cette possible collaboration, c'est-à-dire que Corneille aurait été le nègre de Molière, excusez du peu quand même, c'est pas mal, le monde du théâtre, la Comédie Française, qu'en pense-t-elle? Parce que quand même, là, on donne un coup de pied dans un monument. Écoutez, elle en pense, elle est plutôt contre, disons qu'officiellement, le monde du théâtre et de la littérature est plutôt contre. Je vais quand même vous donner un scoop. Il paraît que Marc Fumaroli, qui est un grand écrivain, grand connaisseur de la littérature, est assez favorable à cette thèse, mais qui n'ose pas le dire. Alors, vous m'avez dit de ne pas le dire, mais un bon journaliste dit toujours qu'il n'a pas le droit de dire. Mais si vous voulez, bon, c'est un peu comme les zoologistes du muséum avec la cryptozoologie, c'est un peu comme les astrophysiciens avec les ovnis. Vous avez, le point de vue un peu officiel. À côté de ça, j'ai parlé de cette thèse avec beaucoup de gens de théâtre, à titre individuel, entre deux portes, ils ne sont pas forcément contre. Entre nous, ils s'en moquent un petit peu. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui vous disent, ce genre de polémique, après tout, qu'est-ce que ça peut faire du moment que les œuvres existent? Oui, on peut voir ça comme ça, évidemment. Bon, enfin, on aime savoir quand même. Bon, alors là, si vous voulez, c'est vrai, encore une fois, comme dans tous les domaines historiques, on parlait de toutes les énigmes historiques, on parlait de la bête du Gévaudan l'autre jour, 200 indices ne font pas une certitude. Exact. C'est sûr, il nous manque toujours l'essentiel. La preuve. On peut toujours... on a surtout dans ces deux énigmes, on a surtout ce qu'on appelle des preuves négatives, c'est-à-dire que on n'a pas de manuscrit, on n'a pas on n'a rien qui dit le contraire finalement. Mais on n'a pas non plus les preuves tellement positives, il faut bien le reconnaître. Donc, si vous voulez, il y a un point d'interrogation qui risque de durer longtemps. C'est pas demain qu'on verra à l'affiche le misanthrope de Corneille. Non, ça vous savez, Henri Poulaille, qui avait repris les thèses de Pierre Louis, avait publié Tartuffe sous le nom de Corneille, quand même. Oui. Ah, il l'avait fait, quand même. Oui, il l'avait fait, oui. Mais bon, ça n'a pas été plus loin, je vous dis, que des petites audaces individuelles. Mais et vous, votre opinion, parce que vous êtes penché sur ce dossier depuis fort longtemps, quelle est votre idée, finalement? Écoutez, comme je suis votre conviction profonde. Comme j'ai des convictions sur le deuxième sujet, sur celui-là, je suis troublé, je reste assez neutre, vous voyez. D'accord. Je ne m'engage pas. Bien.
je ne m'engage pas parce que déjà s'engager sur un, c'est déjà beaucoup. Je ne m'engage pas, mais je reconnais qu'il y a de quoi être troublé. Le gros problème, finalement, c'est l'absence totale de manuscrits et même d'une simple lettre. Là, vraiment, on comprend pas. Alors après, qu'on aille chercher Corneille pour dire, bon, c'est vrai que... Bon, mais c'est vrai que c'est quand même... et ce qui est très frappant et très, en même temps, séduisant et passionnant dans Molière, c'est que tout est comme ça, tout est... Il n'y a rien de sûr. Bon, on aurait pu parler d'autres sujets bizarres, comme c'est son état de santé, comme ses voyages. Vous savez que son origine, on pense qu'il est d'origine écossaise, parce que vous savez qu'il y avait des Écossais qui ont lutté contre les Anglais. Les Écossais et les Anglais, je sais pas, il y avait un régiment écossais dans les troupes de Jeanne d'Arc. Et l'un de ces Écossais serait resté en France et ça aurait été... le fondateur de la famille Poquelin, dans laquelle est né Jean-Baptiste Poquelin. Voilà. Alors c'est très curieux aussi, petite parenthèse très curieuse, avec l'histoire nous fait des clins d'œil. Il y a parfois une sorte d'éternel retour dans l'histoire, c'est que vous savez, puisqu'on a franchi la Manche, outre-Manche, il y a l'énigme Shakespeare ou les énigmes Shakespeare. On ne sait pas qui était Shakespeare. Oui, et on retrouve avec Shakespeare un peu les mêmes ingrédients, les mêmes légendes, les mêmes rumeurs, les mêmes énigmes, comme si l'histoire s'était répétée. C'est très très curieux. D'ailleurs, c'est étonnant. Il faudra même que ça fasse peut-être l'objet comme ça d'une partie de l'émission. Qui était Shakespeare? Parce que comme Molière, les pièces de Shakespeare sont immenses, mais on ne connaît pas l'auteur. Bon, on va pas se lancer là-dedans, mais que Shakespeare a existé, il n'y a pas de doute qu'il y a eu un William Shakespeare. Bon, mais bon, alors il y a ce que les Anglais appellent les claimants. Les claimants, ce sont les prétendants à l'œuvre de Shakespeare. Il y en a à peu près 60, à peu près autant que pour le Masque de Fer. Il y en a 2 ou 3 qui se détachent. Mais Bacon. Il y a William Stanley, le comte de Derby. Enfin, je pense que il n'y a pas non plus d'argument décisif pour prendre à Shakespeare l'œuvre de Shakespeare. Sinon, on le saurait. Bon, Shakespeare, c'est un peu comme Molière. Bon, l'argument principal, c'est que c'est un homme qui n'a pas beaucoup voyagé, pas tellement cultivé, n'ayant pas tellement de bouquins. On se dit comment il a écrit tout ça. Mais vous savez, quand on a du génie, avec 10 lignes, on écrit 5 actes. Hein, ça fait pas... Enfin, on va laisser Shakespeare de côté parce que c'est déjà pas mal. Oui. Ça va nous entraîner trop loin. Deuxième mystère concernant Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, c'est son rapport avec le Masque de Fer. Alors, avant de rentrer dans le rapport entre Molière et le Masque de Fer, j'aimerais que vous nous dressiez la situation. Louis XIV règne, nous sommes au XVIIe siècle. Le Masque de Fer, son histoire au Masque de Fer, hein, sans rentrer dans les hypothèses. Il faut absolument rappeler qui était le Masque. Enfin, pas qui était parce qu'on ne le sait pas, mais enfin son histoire. Quelle fut sa vie? C'est un prisonnier mystérieux qui apparaît dans une fourchette 1670-1680, on n'a pas la précision, à la forteresse de Pignerol, qui est une forteresse française proche de Turin. Bon. Et ensuite, alors il va faire 4 prisons. Donc Pignerol, Exil, une autre forteresse française du Piémont, l'île Sainte-Marguerite devant Cannes, et enfin la Bastille où il meurt en 1703. Voilà. On connaît parfaitement les dates de ces différents transferts. Et il y a l'homme clé dans cette affaire, c'est le chevalier de Saint-Mars, S-A-I-N-T-A, trait d'union Mars, qui est le geôlier attaché à la personne du Masque de Fer. Les 2 hommes ne se sont jamais quittés pendant environ 30 ans, et quand ils changent de prison, on ne sait pas très bien si c'est le Masque de Fer qui suit Saint-Mars ou l'inverse. Bref, bon. Alors Saint-Mars reçoit ses ordres de Louvois, puis ensuite de Barbezieux, et alors c'est des lettres avec des formules, l'homme dont le nom ne se dit pas, l'homme de la tour d'en bas, etc. Bon. Alors, pourquoi Masque de Fer? Parce que d'après la légende, cet homme avait un masque de fer. En fait, non, il avait sans doute simplement un masque de velours, et encore, il ne l'avait pas au début. Bon. Mais il y avait un luxe de précaution inouï qui était prise pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et même à sa mort, il est mort donc après 30 ans, et en 30 ans, un homme change d'allure, et je n'ose même pas vous dire ce qu'on a fait à son cadavre pour qu'on ne le reconnaisse pas. C'est absolument incroyable, vous voyez. C'est-à-dire? Oh, je peux pas le dire, c'est trop horrible. Non. Mais, non, après sa mort, quand même, après sa mort. Oui. D'accord. Donc, ça c'est incroyable. D'autant plus que, à ces époques-là, et encore beaucoup plus tard, on ne connaissait pas le visage des gens. Souvenez-vous, Louis XVI à Varennes, on n'arrivait pas à le reconnaître, on ne connaissait même pas le visage du roi. Alors, qui pouvait-on bien cacher comme ça? Alors, il y a, comme pour Shakespeare, il y a à peu près 60 hypothèses sur le Masque de Fer, toutes sortes de conspirateurs, d'espions,
espions, d'escrocs, de bâtards. De frères jumeaux du roi. Oui, alors bien sûr, et puis le plus connu, le frère jumeau du roi, qui n'a certainement jamais existé, mais que tous les écrivains ont repris. Ouais. Il n'a pas existé, il faut lui faire un sort tout de suite, parce que les reines accouchaient en public, donc Anne d'Autriche a accouché en public, et on n'a pas vu de jumeau. Alors, le deuxième jumeau aurait pu arriver beaucoup plus tard, et dans ce cas, d'après la tradition biblique, il aurait été l'aîné, vous savez. Oui, c'est ça. Bon, ouais. non, on n'a rien, et on n'a aucune preuve de son existence. Alors, en deux mots, ce que j'avais fait, c'est ça qui m'a lancé dans cette histoire. Après mon étude sur la bête du Gévaudan, je m'étais dit, je vais m'attaquer au masque de fer avec les mêmes méthodes, c'est-à-dire par la statistique. Et j'ai fait une petite étude statistique à l'époque, c'était déjà en 81, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris le portrait du masque de fer, parce qu'on a quand même un peu son portrait, j'ai pris le portrait des principaux personnages mis en cause, non seulement le portrait physique, mais le portrait psychologique, et j'ai fait une petite échelle de comparaison, vous savez, avec des plus 2, moins 2, etc. Ah, pas bête, oui. C'est ça. Et qui est-ce qui est arrivé en tête? Eh bien, c'est le jumeau suivi de Molière, puisque le jumeau... Non, c'est Molière qui est arrivé en tête, avec 14 points, plus 14, le jumeau plus 12... Quand vous dites le jumeau, c'est le jumeau du roi. Hein. Oui, alors, comme il n'a pas existé, j'avais pris les caractères de son frère, évidemment. Bien sûr. Le comte de Vermandois avec 4 points, Henri de Lorraine 4 points, Fouquet 3 points, etc. Ah bon, Fouquet, donc l'hypothèse Fouquet... Ah ben oui, alors justement, parce que je vous ai dit qu'on ne savait pas quand était arrivé exactement le masque de fer à Pignerol. Et à Pignerol, qui était un bagne pour les prisonniers célèbres, il y avait notamment Fouquet et Lauzun. Donc on a pu dire c'est un ancien prisonnier de Pignerol qui est devenu le masque de fer. Et on a pensé à Fouquet, mais l'hypothèse Fouquet ne tient pas. Bref. Bon, donc on a un personnage mystérieux, on essaie de savoir qui c'est. Et on se demande pourquoi ce luxe de précaution. Alors comment vivait-il? Comment était-il traité, ce masque de fer, très bien en traité. prison? Il était très bien traité, autant qu'on peut l'être dans une prison à l'époque. Il avait presque un appartement, il coûtait assez cher à l'État. Saint-Mars s'inclinait presque devant lui. Enfin bon, il était bien traité. Ah oui, donc c'était quand même un personnage illustre, a priori. Ah ben, tous les historiens ne le pensent pas, puisque la plupart des historiens penchent pour un escroc, d'un espion de 5e ordre, notamment le dénommé d'Angers ou d'Auger, on ne sait pas trop comment ça s'écrit. Bon, moi, je combats cette thèse. Bon. Alors, pourquoi Molière? Arrivons-en. Bon, donc à mon avis, c'est un coup de génie d'Anatole Loquin. Bon. Même s'il n'y en a pas la preuve, parce que alors, si tout à l'heure déjà, vous m'avez fait un peu bondir j'ai failli crever mon plafond, crever le plafond en disant que Molière était mort sur scène, mais vous avez ajouté, comme le veut la légende, parce que Molière n'est jamais mort sur scène. Non, il est mort chez lui, en fait. Oui, bien sûr. Mais il a commencé à agoniser sur scène, on va dire. Ah non, même pas. Enfin. Même pas. Non, en fait, on ne sait presque rien. C'est encore là le problème. Non, mais tout ce qu'on sait, de la mort de Molière, c'est d'après le registre de Lagrange, où il y a vraiment quelques lignes très vagues, et surtout d'après une vie de Molière qui paraît en 1703, l'année de la mort du masque de fer, c'est peut-être un hasard, mais je veux bien, écrite par un certain Sieur de Grimaret, un historien de 3e ordre qui n'a jamais vu Molière de sa vie d'ailleurs, qui raconte, c'est un peu l'homme qui a vu l'ours, et toutes les anecdotes de la vie de Molière, et notamment sa mort, nous viennent de cette vie de Molière de Grimaret, qui n'est vraiment pas très fiable. Donc ce qu'écrit Grimaret, c'est simplement Molière est au théâtre du Palais Royal, donc, et il a simplement une convulsion sur scène, et donc 3 fois rien. Et il dit à peu près ceci, je crois, la moitié des spectateurs s'en aperçoivent, je ne sais pas comment il a pu le savoir d'ailleurs. Bon, ensuite Molière, effectivement, est ramené chez lui rue de Richelieu, donc tout près du Palais Royal, et là, il meurt chez lui, effectivement, d'après la version officielle. Alors là, il y a des tas de choses, il y a des tas de contradictions, des tas de choses très curieuses. Armande Béjart reste au rez-de-chaussée, ne monte pas, enfin, bref. Bon. Alors, là encore, le mystère va continuer, parce que cette mort officielle de Molière est entourée, on peut dire, d'un silence assourdissant dans le monde culturel parisien. La Gazette n'en parle pas. Bon, Madame de Coulanges écrit à sa cousine, Madame de Sévigné, quelques jours plus tard. Elle lui parle de l'actualité théâtrale, de pièces de Corneille et de Racine. Elle dit pas un mot de la mort de Molière, c'est quand même bizarre. Ah, c'est curieux, parce que c'était un personnage éminemment célèbre. Oui. Et puis alors, il circule toutes sortes de petits mots bizarres.
on lui a fait une épitaphe, s'il vit un grand acteur que l'on dit être mort, je ne sais s'il l'est ou s'il dort, sa maladie imaginaire ne saurait l'avoir fait mourir, etc. Boileau parle de la muse éclipsée. Curieux. Bossuet dit « La postérité sera peut-être la fin de ce poète comédien ». Un certain Monseigneur Fouquet, un homonyme simplement, d'accord. Écrit, très curieux, « Tous les gens que le public croit morts ne le sont pas. Le public. » Bon. Ouais. Alors voilà. C'est bizarre ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce d'omerta comme Absolument. ça sur... Mais surtout sur Molière, surtout. La vie, les œuvres, la mort. Bon, alors attendez, laissez-moi, je vais réécrire un peu l'histoire. 17 février 1673. Oui. La cour du Palais Royal, là, qui est aujourd'hui la cour d'honneur. Il y a des arbres, là. Je sais plus, je crois que c'était j'ai tout cherché, il y avait des sycomores. Ouais. Derrière chacun de ces arbres, un homme à la face patibulaire. Attends. Ils sont sous les ordres de l'Arénie, le lieutenant de police du roi, qui est un peu le préfet de police du roi. C'est la police du roi. Et Molière et Armand de Béjart doivent passer par là pour aller du théâtre à leur domicile. Ils enlèvent Molière. Alors, le problème d'Armande, c'est complexe. Il faut supposer qu'ils ont fait pression sur elle. Ils enlèvent Molière, ils l'embarquent dans une voiture, direction Pigrolles. Alors, je sens que la question que vous allez me poser, pourquoi? À cause de Tartuffe. Oh, en partie, vous avez en partie raison. C'est très complexe. Je pense. Allez-y, expliquez-nous. Si vous voulez, si Louis XIV a fait enlever Molière, à la limite, c'était presque parce qu'il l'aimait bien, parce qu'il voulait lui sauver la vie. Parce que, si vous voulez, en fait, il l'aimait un peu moins. Dans les années 1670, la cote de Molière auprès du roi avait baissé. Le roi lui préférait de plus en plus la musique, et notamment Lully. Bon, il faut bien se représenter, comme l'a dit l'écrivain Le Nôtre, Molière. Molière a tout le monde contre lui. Les dévots, les nobles, les médecins, là, etc. Bref. Et il faut imaginer une digue qui retient des eaux bouillonnantes. Cette digue, c'est Louis XIV. Ouais. Si la digue cède, c'en est fini de Molière. Ouais. Et la digue commençait à se fissurer. Bon, alors, il y a eu certainement plusieurs choses qui ont joué. Bon, il y a eu l'accusation d'inceste, certainement. Parce que la congrégation du Saint-Sacrement, enfin, ou ce qui en restait, enfin, qui agitait le bûcher en place de Grèce, c'était quand même bon. Et puis, il y a eu certainement un chantage de l'archevêché de Paris à propos des bâtards du roi, parce que le roi avait comme maîtresse Madame de Montespan, et il tenait absolument à ce que ces bâtards fussent légitimés. Il avait déjà un qui était né, la deuxième allait naître, enfin bref. Et il fallait que l'archevêque de Paris casse le mariage de la Montespan, c'était assez compliqué. Ouais. Et l'archevêque de Paris aurait tenu au roi à peu près le langage suivant. Écoutez, j'arrange les choses, vos bâtards vont être légitimés, mais je vous demande en échange, vous me débarrassez de quelqu'un. Vous m'avez compris. Ouais. Bon. Et il semble que quelqu'un, enfin, c'est difficile de charger les gens après, mais quelqu'un d'assez peu sympathique et même très antipathique, qui était Lully, qui était vraiment pas plutôt désagréable, et en est un peu rajouté, et qu'à un certain moment, si vous voulez, Louis XIV s'est trouvé acculé. Il y avait tellement d'ennemis, tellement d'accusations, bon, et Madame de Montespan lui disant « Allez sacrifier Molière, nos enfants sont plus importants, etc. » Et un beau jour, Louis XIV appelle l'Arénie « Allez, mon cher l'Arénie, vous allez enlever Molière. » Bon. Vous allez faire ça. Et alors, bon, il faut ajouter à ça, comme je vous l'ai dit, les points communs entre le portrait physique et moral de Molière et celui du Masque de Fer. Le luxe incroyable de précautions prises pour qu'on ne voit pas son visage, parce que Molière... quand même l'un des personnages les plus connus du royaume. Enfin, il y avait peut-être quelques milliers de gens qui l'avaient vu, mais c'était quand même beaucoup pour l'époque, si vous voulez. Bon, même si c'était un peu exagéré de faire tout ça. Le fait qu'il... Alors, il y a d'autres petites choses. Bon, je vous ai cité... Alors justement, Jean-Jacques Barlois, une pause et on se retrouve pour continuer à dérouler comme ça tous ces faisceaux de présomption qui font que le masque de fer, sous ce masque de fer, qui était un masque de velours en fait, se cachait peut-être Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Moi j'avoue que je trouve très pertinentes toutes vos argumentations. Donc on va y revenir dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Eh bien écoutez, ce soir, je ne sais pas vous, mais moi je découvre plein de choses concernant Molière, sa vie, l'auteur quand même de l'Avare, du bourgeois gentilhomme, du malade imaginaire, des femmes savantes, du médecin malgré lui, que je trouve extraordinaire, les précieuses ridicules, son premier grand succès, on va dire, le Tartuffe, Don Juan, Misanthrope, enfin bref, voilà. Et alors...
Une, il savait peut-être pas écrire, c'est une question qu'on a le droit de se poser. Deux, c'est peut-être Corneille qui a écrit finalement tous ses grands succès. Et trois, c'est vrai qu'il avait pas mal d'ennemis parce que c'est lui qui était un petit peu le poil à gratter de cette société à cette époque-là, dans la cour de Louis XIV, le roi Soleil. Il avait énormément d'ennemis qui voulaient se débarrasser de lui. L'Église en premier lieu, on l'avait accusé d'inceste, d'avoir épousé sa fille, qu'il avait eu avec Madeleine Béjart, et la deuxième épouse, donc, c'était Armande. Non, c'était la première, il s'était pas marié avec Madeleine. Voilà, c'était donc, oui. Mais enfin, il avait vécu avec elle, ça a été sa maîtresse pendant de nombreuses années. Bien, et alors, j'aimerais revenir sur une chose quand même. Deux choses, précisément. Vous nous avez dit, j'ai fait, de manière statistique, un comptage du caractère physique et psychologique de ce prisonnier, le Masque de Fer, et je l'ai comparé avec celui de Molière. C'est ça. Il y a des autres, certains des personnages mis en cause. D'autres prétendants, on va dire. Oui. Alors, dans cette grille que vous avez effectuée, Molière arrive en tête. Oui. Dites-nous un petit peu quelles sont les caractéristiques communes, justement. Éclairez-nous un petit peu là-dessus. C'est une silhouette assez fine, une peau un petit peu sombre. Qu'est-ce qu'il y avait? Et puis le caractère, si vous voulez. Vous savez que Molière avait été surnommé le contemplateur. Il semblait être un peu détaché. Il avait parfois des crises assez violentes quand même. Une fois, il paraît qu'il a giflé un valet. Enfin bon, le Masque de Fer était quelqu'un comme ça, finalement, qui paraissait très résigné, etc. Enfin, dans la voix. Enfin, tout ça, si vous voulez, c'est assez subjectif. Bon, alors, j'avais fait pour chaque caractère une petite échelle allant de +2 à -2. Donc voilà ce qui est. Et celui qui est le duc de Beaufort arrivé en dernier, le malheureux, avec -12. Bon, Et ce qui m'a étonné quand même, parce que vous avez dit que le chevalier de Saint-Marc, qui a été le geôlier officiel de ce Masque de Fer durant 30 ans quand même, on n'a rien, parce que bon, il aurait peut-être pu laisser des écrits, se confier. Ça va vous amuser. Alors il y a quelques années, j'avais rencontré une journaliste, c'était je peux le dire, c'était au journal Okapi, qui s'appelait Madame de Saint-Marc. Alors je lui ai dit, mais vous êtes de la famille? Elle me dit, mon mari, oui, est de la famille. Alors je lui ai dit, écoutez madame, au nom du ciel, interrogez votre mari et demandez-lui si dans sa famille on ne sait pas qui était le Masque de Fer. Alors elle m'a dit, non, on ne sait pas. D'ailleurs, dans la famille royale française, le nom du Masque de Fer est arrivé jusqu'à Louis XVIII. Il s'est arrêté. C'est-à-dire que jusqu'à Louis XVIII, on savait qui était, on se transmettait ce secret. Jusqu'à Louis XVIII, ça veut dire. Il faut revenir à Saint-Marc, il y a un épisode assez curieux. Quand Saint-Marc a convoyé le Masque de Fer de l'île Sainte-Marguerite à la Bastille, il s'est arrêté dans sa propriété bourguignonne à Palto. Bon. Et là, il y a une scène célèbre. Saint-Marc et le Masque de Fer déjeunent ou dînent l'un en face de l'autre. Bon, Saint-Marc a un pistolet à côté de son assiette. Alors voilà. Et puis il y a des paysans qui regardent comme ça, qui disent qui c'est celui-là. Enfin bon. Et non, ça s'est perdu. Et ça, c'est incroyable, non. Jamais dans la correspondance, je vous dis, entre Louvois et Saint-Marc, ensuite Barbezieux, qui était à la fois le fils et le successeur de Louvois et Saint-Marc, jamais la moindre fausse note ou le secret absolu. C'était tout à fait incroyable qu'on ait fait. Alors moi, je veux bien que ça ait été un petit conspirateur de 5e ordre, mais qu'on ait fait tout tant d'histoires, alors que le type dans des prisons, il n'avait pas qu'un quand même. Bon, c'est une histoire, je dirais, contre nature. Alors que les visages n'étaient pas connus à l'époque. Tenez, je vais vous raconter une histoire amusante qui va vous montrer à quel point les visages n'étaient pas connus longtemps après. Charles X, allait braconner dans la forêt de Fontainebleau. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, hein. Il se mêlait aux autres braconniers. Les autres braconniers ne savaient pas qu'il était leur roi. Et comme il avait de l'humour, il se faisait appeler Monsieur le Roi. C'est vous dire que les visages, encore au XIXe siècle, n'étaient pas connus. Donc, c'est complètement paradoxal de faire tant d'histoires pour le visage d'un homme au temps de Louis XIV. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Et puis, de l'entretenir dans une prison avec beaucoup de luxe. Vous avez dit qu'il avait un appartement. C'est beaucoup dire, pas des prisons. Il était correctement traité, bien traité. Il paraît qu'il demandait il demandait du beau linge. Et vous savez que Molière aimait le beau linge sans encore, c'est pas un caractère. Mais il y a des tas de choses bizarres. Et alors, il y a quand même, attendez, je vous ai pas tout dit, il y a quand même quelque chose aussi de très important. C'est que lors de la Révolution, on a exhumé le squelette présumé de Molière dans le petit cimetière là, du centre de Paris, le cimetière Saint-Joseph, et ensuite on l'a transporté au Père-Lachaise où il est toujours. Et
Et là, il y a eu des scènes. Attendez, je vous dirai ça après. Bon, alors, il y a eu un rapport de fonctionnaire de la mairie de Paris de l'époque que j'ai vu, où il est question du squelette d'un homme d'environ 50 ans. Bon, ça, l'âge pouvait coller, faible et cacochi, mais ce qui n'était quand même pas le cas de Molière à sa mort officielle. Alors, je dis qu'il y a eu des scènes assez pénibles parce qu'il y a des admirateurs de Molière qui se sont emparés de morceaux de son squelette. Et certains morceaux de son squelette ou du crâne, ont été un peu éparpillés. Et j'avais lu quelque part qu'il y avait un morceau du crâne, je crois, qui était arrivé dans une famille noble. Alors j'ai téléphoné un jour. Je suis tombé sur une dame, je lui ai dit, pardon madame, il paraît qu'il y a un morceau du crâne de Molière dans votre famille. Elle a dû dire, oui, qu'est-ce que c'est que ce fou? Enfin, il a posé ça. Et puis, elle m'a dit, je cherchais, il n'y a jamais eu suite. C'est très curieux, une piste très curieuse, parce que moi, je ne néglige aucune piste. Il y a, parce qu'il y a Marcel Diamant-Berger, qui a fait un livre en faveur de l'hypothèse Molière masque de fer, disons qu'il fait un peu la liaison entre Anatole Loquin et moi. Et il raconte que dans sa prison d'exil, donc la deuxième prison, dans le Piémont, Molière regardait un lieu dit qui s'appelait Molière, justement. Alors, j'ai cherché sur la carte, et effectivement, près d'Exil, il y a un lieu dit qui s'appelle soit Molière, soit Morlière, suivant les cartes, parce que c'est une petite zone des Alpes italiennes où on parle, il y a des localités au nom français, comme Courmayeur, enfin bref. Et alors, je me suis dit, mais après tout, est-ce que ce nom n'aurait pas été donné après le passage de Molière? Vous voyez, parce que Marcel Diamant-Berger a dit ça. Alors, j'ai écrit à l'équivalent de l'Office du tourisme de la vallée en question. Pour vérifier cette hypothèse. Et je n'ai jamais eu de réponse. C'est quand même curieux. Quand on fait des enquêtes sur ce genre de sujet, les gens ne vous répondent jamais. Vous trouvez pas ça curieux? Il y a toujours un barrage. C'est marrant. Enfin bon, pourtant, il n'y a pas d'implication politique énorme, mais tout ça, alors évidemment, c'est un peu comme dans l'autre hypothèse. On met tout ça bout à bout, c'est extrêmement troublant. Et je crois quand même vous avoir convaincu d'une chose, non pas que Molière était le masque de fer, j'ai pas cette prétention, mais moi j'estime que je vous prouve que c'était la meilleure des 60 hypothèses. Sur aucune autre des 60 hypothèses, vous ne réaliserez un dossier comme celui-là. Alors Jean-Jacques Barlois, revenons un petit peu en arrière sur la mort de Molière, la mort officielle, on va dire. Donc le 17 février 1673. C'est ça. D'accord. Lors de après la 4e représentation du Malade imaginaire. Bien. La version officielle, c'est quoi? Et ensuite, parce que il y a eu une polémique sur est-ce qu'il y a une messe dite ou pas, et il sera enterré où, comment, parce que racontez-nous l'hypothèse officielle. L'hypothèse officielle, il y a deux récits, si vous voulez. Il y a le récit du registre de Lagrange. Lagrange était le comédien de la troupe de Molière qui tenait un peu l'éphéméride. Voilà. Alors, effectivement, il écrit Molière, Monsieur de Molière est mort après, etc., etc. Bon. Et puis il y a le récit de ce fameux Grimaret qui est beaucoup plus détaillé, que je vous ai raconté, convulsions sur scène, Molière ramené chez lui, etc. Et puis il y a d'autres versions qui ne sont pas très sérieuses. Il y a des pamphlets qui nous montrent Molière crachant le sang, etc. etc. Et Grimaret écrit une chose, vous savez, Grimaret, je vais vous dire, c'était un menteur ou un affabulateur. Il écrivait un peu n'importe quoi. Par exemple, il écrit que Molière, donc, au moment du fameux Jureau, a une convulsion et qu'il transforme sa convulsion en rire. Moi, je me suis renseigné, il paraît que c'est impossible de transformer une convulsion en rire, vous voyez? Alors, le corps, dans la version officielle, il est où? Il n'y a pas de version officielle, c'est Grimaret qui est devenue la version officielle, si vous voulez. Bon, alors après, effectivement, il y a la démarche d'Armande pour obtenir l'inhumation, etc. Mais en fait, Molière n'est pas inhumé en terre chrétienne. Et d'ailleurs, on ne sait pas exactement. Il a été inhumé donc en dehors donc du secteur chrétien, du cimetière Saint-Joseph, etc. Oui, parce que les acteurs étaient automatiquement excommuniés à cette époque-là, et donc n'avaient pas droit à l'office religieux, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et donc, il a été inhumé dans le secteur des enfants non baptisés. Voilà. Alors, il y a aussi, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs non confirmées. On raconte que 3 ans plus tard, Armande a fait brûler du bois sur la tombe et que la tombe a craqué, est apparue vide, etc.
Et alors il y a eu des morceaux du crâne ou du squelette qui ont séjourné au musée de Cluny, enfin etc. Si vous voulez, il y a, disons, pour résumer, il y a un flou artistique autour de cette mort, et le plus important, c'est quand même ce vide dans la presse, dans la correspondance de l'époque, ces petites épigrammes un peu ironiques. C'est très curieux. Disons que je ne le souhaite pas parce qu'il est un vivant, c'est un metteur en scène et un acteur célèbre, reconnu et bien portant. C'est comme si Robert Hossein décédait maintenant. Oui. Ça ferait la une des journaux. Oui, on en parlerait. Enfin, dans la chronique du monde culturel français, ça ferait des vagues, comme on dit. Je sais pas, ou quand Claudel est mort. Enfin, bien sûr, oui. Donc, non, là, effectivement. C'est bizarre. Et puis il y a toutes ces petites phrases de non-dits, etc. On a l'impression que des gens savaient quelque chose, mais n'avaient pas le droit de le dire, sous peine eux-mêmes de suivre le même chemin, peut-être. Oui. Vous savez, alors là, à partir de ça, vous savez, il y a toutes sortes de rumeurs qui se corsent. Il y a une variante de cette hypothèse et selon laquelle Molière, alors, se serait réfugié à Gênes. Et avec l'aide du roi, je serais caché là-bas, bref. Et il se serait mis à parler italien, et dans ses lettres à Louis XIV, il aurait dit je suis très heureux ici et je vous remercie de la bonne part que vous m'avez donnée. Et bonne part, c'est buono parte. Et vous m'avez compris. Et il serait devenu l'ancêtre de qui vous devinez. Extraordinaire, l'ancêtre de Napoléon. Fabuleux. Il y a des histoires comme ça. Mais vous savez, tout ça, là, ce que je vous ai, dans le cas de ces différentes énigmes, je vous ai un peu exposé l'essentiel. Mais il faut avouer qu'autour de ça, vous avez toutes sortes d'histoires, d'énigmes, de rumeurs qui s'entrecroisent. Vous savez, à notre époque, il y a déjà beaucoup de rumeurs. Vous savez que les rumeurs, on les étudie, vous savez ça comme moi. Donc, à l'époque, vous imaginez, par exemple, ce qui est très amusant, on donne en quelque sorte l'œuvre de Molière à Corneille, mais on en prend à Corneille. Il y a une hypothèse très pittoresque qui veut que ce soit Richelieu qui a écrit le Cid. C'est très amusant, voilà. Ah oui, c'est pas mal, ça aussi. C'est pas mal, oui. D'autant plus que, parce que, c'est en plus que le problème du Cid, c'est que le Cid fait l'éloge de l'âme espagnole alors que la France est en guerre avec l'Espagne. Ça, vous voyez, ça posait quelques problèmes. Et si vous voulez, des rumeurs comme ça, vous en avez de multiples. Je parle de Richelieu, on pourrait parler aussi du rôle de Richelieu dans le théâtre, parce que Richelieu, a-t-il été auteur de théâtre? Vous savez qu'il avait réuni des différents auteurs. Il donnait au moins des scénarios, certainement, des synopsis. Oui. Si vous voulez, tout ça, c'est l'intérêt de ces recherches. Et moi, j'aime beaucoup les gens qui secouent le cocotier dans ce domaine-là, même si je ne suis pas forcément d'accord avec eux, c'est qu'ils ont le mérite de montrer la complexité des problèmes. Et puis, ils provoquent un bouillonnement intéressant parce que, il y a des gens qui vont amener des contre-arguments, etc. Mais en général, il n'y a pas tellement de contre-arguments, il y a plutôt le silence radio. Vous connaissez ça, comme dans tous les domaines. Complètement. Jean-Jacques Barlois, une dernière pause et on va en arriver à la conclusion avec vous concernant les mystères de Molière. Et ensuite, place à vos témoignages, vous qui nous écoutez. Nous avons déjà deux personnes qui se sont inscrites au 0826 300 300 pour nous raconter, nous poser des questions à Pierre Massias et à moi-même. Des questions concernant les phénomènes paranormaux qu'elles ont vécus. Alors, vous nous appelez pour vous inscrire, vous aussi pour nous apporter votre témoignage au 0826 300 300. Morad est au standard, il attend vos appels. Vous pouvez y aller tout de suite. On retrouve Jean-Jacques Barlois dans quelques minutes. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mon invité Jean-Jacques Barlois à l'heure de la conclusion concernant ce dossier tout à fait étonnant des mystères qui entourent la vie tout entière d'ailleurs de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Aucune trace écrite de cet illustre personnage qui a pourtant écrit, je crois, presque 48 pièces, il me semble, à peu près. Une bonne trentaine. Une bonne trentaine, ce qui est déjà pas mal, oui, c'est bien, avec des œuvres diverses. En plus, des poésies, des choses comme ça. Mais il a traversé quand même une grande partie de la France avec sa troupe. Oui. C'est-à-dire que comme ses affaires, quand il était jeune, n'avaient pas marché à Paris, il a d'abord été rue Mazarine, après quai des Célestins, alors il a dit, allez, on part dans le Midi. Voilà. Et il a fait une grande tournée dans le Midi, avec tout de même une fixation à Pézenas. À Pézenas, oui. Il est passé un peu partout, effectivement.
évidemment. Ouais, ouais. Et de après, là, de ces différentes étapes, de ce différents voyages, rien non plus d'écrit, quoi. Il a laissé aucun écrit. non, non. Alors il y a un petit problème amusant, c'est qu'il aurait commencé par écrire ce qu'on appelait des canevas. Des Oui. canevas, ce sont des petites pièces qui n'ont pas de texte véritable, mais qui n'ont un plan simplement, Voilà. avec des titres très amusants, Gros René écolier, le grand bonnet de fils aussi saut que son père, ou des choses que Gorgibus dans le sac, enfin, etc. Il y en a encore une qui est jouée, encore un qui est joué de temps en temps, la Kazakh, moi je l'ai vu jouer, enfin bon. Mais bon, Ça, c'est de la farce, tout ça, ça. c'est toujours un Ouais. peu, c'est toujours en pointillé, en filigrane, vous voyez, on n'est jamais sûr, c'est ça qui est à la fois irritant et passionnant. Oui, parce que si on fait un parallèle avec d'autres auteurs de la même époque, Oui. on a de la correspondance, on a de Oui, l'écriture, bien sûr, on a des témoignages. Il y a Enfin, des je veux dire, problèmes. c'est très solide Oui, quand il y a des même. problèmes avec d'autres, je sais bien, mais pas à ce point-là. Ouais, C'est vraiment ouais, qu'il y a, on a l'impression que le sort s'est acharné sur Molière, que rien n'est jamais sûr de Ouais. sa naissance à sa mort officielle Ouais. ou après. Et c'est tout à fait. Mais vous savez, je ne suis pas optimiste. Je ne pense pas qu'on progressera beaucoup. Vous savez, le rêve, encore une fois, de l'historien du paquet de documents poussiéreux ficelés dans un grenier, j'y crois pas trop. Vous savez, Ouais. Vous pensez que l'Église, qui a été quand même son ennemi, Oui. qui en voulait vraiment le plus à Molière, aurait pu, une fois avoir fait disparaître, entre guillemets, si l'hypothèse Molière masque de fer est exacte, avoir fait disparaître ni plus ni moins tous ces documents, toutes ces archives, histoire de rayer de l'histoire de cet homme, tout simplement? Alors là, vous êtes encore plus audacieux parce que là, vous essayez de réunir les deux problèmes, si vous voulez. Oui, Bon, oui. moi, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit souvent, peut-on réunir, combiner l'hypothèse Molière-Corneille et l'hypothèse Molière-Masque de Fer. Alors là, je m'en garde bien, parce que déjà, en défendre une, c'est déjà très audacieux. Vouloir combiner les deux, c'est pas complètement impossible. Alors là, c'est... Oui, c'est vraiment tiré alors par là, les vous cheveux. avez tout le monde contre vous, là. Voilà, Tant qu'à faire. Oui. Oui, oui. Mais mais encore une fois, faire disparaître des papiers, on pouvait faire disparaître des papiers dans son appartement, à la rigueur, bon, pour une raison ou une autre, mais faire disparaître des papiers chez ses correspondants, c'est impossible. Donc ces papiers n'ont jamais existé. Oui. On lui connaissait des amis, parce que bon, on sait que Corneille, il l'a croisé. Oui, il y a même eu une collaboration. Oui. Et on lui connaissait d'autres relations, j'imagine. Il y a des amis classiques, La Fontaine, Racine, Boileau et voilà. quelques autres. Bon, il y a ces comédiens, il y a Baron, avec lequel il a eu des rapports un peu complexes, Lagrange, etc. Oui, bon, mais si vous... Alors, on sait qu'il avait très peu de livres, ça, parce qu'on connaît sa bibliothèque et elle était très, très, très modeste. Encore une fois, si vous voulez ça, bon, il y a des gens qui vous disent que pour écrire Tartuffe, il fallait avoir lu 60 livres sur la religion. Moi, je ne crois pas. Faut pas exagérer. Non, ça, c'est pas un argument. Mais le problème du temps est très important parce que manifestement, c'était quelqu'un débordé qui ne pouvait pas écrire des pièces en si peu de temps. C'est pas possible. On a vraiment essayé de calculer presque son emploi du temps jour par jour dans certains cas. Oui. C'était quasi impossible, vous voyez. Oui. C'était pas. Oui. Enfin, c'est tout à fait parce que moi, ce qui me passionne dans ce genre d'hypothèse, c'est que si vous voulez, ça fait travailler l'imagination. Et ça montre, je crois, l'importance de l'imagination. Et je ne sais pas si vous savez qu'Anatole France a écrit « Savoir n'est rien, imaginer est tout ». Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais je crois beaucoup au flair dans ces cas-là, parce qu'il arrive un moment, il n'y a plus de documents, il n'y a plus rien, quoi. Il faut meubler le reste. Oui. Alors, bon, on peut se tromper complètement, je crois, mais c'est tout à fait passionnant, et puis c'est toujours un peu passionnant, un petit peu, si vous voulez, de titiller l'établissement qui est l'établissement avec un grand E, qui n'est pas prêt à admettre tout ça. Oui, j'imagine. Mais dites-moi, dernière question, Jean-Jacques Barlois. Les autres membres de sa famille, sa femme, ses amis, aucune trace de correspondance intéressante dans lesquelles ils auraient pu laisser des indices? Non, du
jusqu'à présent, enfin, vous savez. Oui. Ça a quand même été très exploré au maximum. Bon, j'imagine. quand je dis que je suis pas très optimiste, effectivement, je pense pas qu'on aura quand même une réponse à 100% à ces énigmes. Qu'on trouve un jour un nouveau document. Bon, sur le masque de fer, on en a retrouvé quelques-uns. Bon, ce texte de Monseigneur Fouquet parlant du public qui croit mort des gens, bon, il a été retrouvé il y a une dizaine d'années, je crois. Bon, on peut, comme c'est sur la bête du Gévaudan, oui, on peut trouver ou d'autres énigmes, on peut trouver quelque chose, mais je pense pas qu'on aura une réponse catégorique un jour, je pense pas. Mais enfin, c'est Espérons. peut-être plus passionnant. Comme ça, oui. Ouais. Merci en tout cas Jean-Jacques Barlois de nous avoir servi de guide et je serais même tenté de dire de conteur de cette vie tout à fait étonnante de Molière. Voilà, j'espère vous avoir donné une image tout à fait non conformiste et très différente. Complètement. J'espère que des élèves ne vont pas raconter ça à leurs profs parce qu'ils vont être foutus à la porte. Et non, c'est ça, on leur apprend à être objectif, à être un petit peu impertinent, c'est ça Bien, l'intérêt justement. Oui. Donc ce serait bien d'en parler en classe et de dire aux profs de français, dites-moi là, le bourgeois gentilhomme qu'on est en train d'étudier ou le fameux monologue de Lavare, c'est Corneille ou Molière finalement qui l'a écrit. Ce serait intéressant comme débat en classe. Merci en tout cas Jean-Jacques Barlois. Merci d'avoir accepté mon invitation et à très bientôt j'espère. J'espère, oui. Dans les aventuriers de l'étrange. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. 0826 300, vous le savez, dans quelques minutes avec Pierre Massias, nous allons tendre une oreille très intéressée à ceux et celles qui vont nous appeler pour nous faire part de phénomènes que vous avez vécus, qui sont de l'ordre du paranormal. Vous pouvez donc appeler 0826 300 Morad est au standard pour recueillir vos appels, ou vous pouvez encore intervenir par SMS sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez une petite partie de votre témoignage, vous nous laissez votre numéro de téléphone, là où on peut vous joindre, et on vous rappellera aussitôt, ou alors une question, un commentaire, pas de souci. Vous pouvez y aller, SMS, vous tapez Sud, vous rédigez et vous envoyez le tout au 71 200, ou sinon, si vous préférez de vive voix, c'est comme je vous l'ai dit, le standard au 0826 300. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Après les mystères de Molière, les mystères de la vie au sens large du terme, si vous pensez avoir vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, vous pouvez nous appeler pour en parler avec nous. On va essayer de vous donner quelques pistes de réflexion, quelques réponses à vos questions également. Pierre Massias et votre serviteur, vous pouvez nous appeler donc au 0826 300, 0826 300, Morad est au standard pour recueillir vos appels, ou intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre témoignage. N'oubliez pas de laisser dans ce cas-là votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler, et vous envoyez le tout au 71 200. Première intervention sur notre antenne, premier témoignage, il s'agit d'Odile. Odile, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où De Blanc. De Blanc? Où est-ce? Tarn. Ah, c'est joli, Blanc. À 7 km de Puylaurent. Très bien. Alors, vous nous appelez car vous avez vécu 3 rêves prémonitoires, c'est ça? Oui, au moins. D'accord. Mais 3 qui m'ont pas fait beaucoup marqué. Oui. Pouvez-vous commencer peut-être par le plus ancien à ce alors, moment-là? le plus ancien, j'ai perdu une de mes demi-sœurs, suite d'accouchement, qui était à Versailles. Oui. Et moi, j'étais allé à l'époque en Limousin, à côté de Limoges. Et dans la nuit qui a précédé son décès, j'ai rêvé qu'il n'arrivait pas à accoucher. Le bébé était prisonnier. Toute la nuit, j'ai eu ce cauchemar à plusieurs reprises. Et le surlendemain, mon autre sœur qui était à La Rochelle m'a écrit en me disant « Ta sœur est décédée d'une hémorragie postnatale à Versailles, à la maternité de Versailles. » Et comment faites-vous la différence entre un rêve, enfin en l'occurrence là, un cauchemar, et ce genre de rêve prémonitoire? Ils sont plus forts, ils sont plus... à la recherche, oui. Oui. Je fais un peu comme tout le monde. Oui. Je crois que pour trouver la charnière entre la voyance, le lien, enfin disons, la liaison en fait, qu'il peut y avoir entre... Parce que lorsque j'ai raconté ça à mes employeurs, à l'époque, enfin, l'épouse de mon employeur, elle m'a dit, il ne faut pas quand même y attacher
C'est une personne avec qui j'avais beaucoup de contacts déjà, et nous faisions beaucoup de je dirais pas de transmission de pensée, puisque le terme fait là aussi, il n'est pas... Mais enfin, nous avions beaucoup de pensées communes. Oui. Et nous avons discuté pendant longtemps, mais il ne faut pas attacher d'importance à ça. C'est tout à fait une coïncidence, une rare coïncidence. Donc j'ai vécu avec ça pendant 3 ou 4 ans. Alors, le matin, lorsque vous vous êtes réveillé, j'ai eu ma sœur morte, vous savez. Oui. C'était vraiment en vous, quoi. Voilà. C'était vraiment quelque chose. Pour moi, c'était absolu, quoi. Elle était morte. Oui. Il n'y avait pas de doute, quoi. Oh non. Ouais. Non. Ouais. Non. Pierre Macias, qu'en penses-tu? Là, c'est vraiment d'abord une coïncidence qui ne peut pas en être une, à mon avis. Vous saviez qu'elle allait accoucher, au fait? Ah oui. Oui. Oui, j'étais en Charente, enfin, parce qu'elle était de Charente-Maritime. Oui. Moi, j'étais en Charente, j'avais rencontré au cours de sa grossesse et tout. Elle avait eu une grossesse formidable. C'était sa 8e grossesse, quand même, je vous dirais. Ah oui, effectivement, oui. Mais vous ne connaissiez pas la date exacte de l'accouchement? À peu près. Oui. À peu près. Vous saviez que dans une fourchette de 3-4 jours, ça allait être par là. Oui, quoi. voilà. Oui. Elle m'avait écrit elle-même quelques jours avant de... Oui. Et oui, ça, Ouais. Et alors, l'accouchement s'est très bien passé. Oui. Elle a accouché, enfin, un beau bébé. Mm-hmm. Et 3 heures, enfin, à peu près après l'accouchement, elle a demandé à l'infirmière, appelez mon mari qui m'amène mes enfants, parce que je vais mourir. Alors l'infirmière lui a dit, mais ma pauvre, quand même, regardez le beau bébé que vous avez là, hein, vous n'avez pas envie de mourir, hein, non, quand même. Hein. Et mon beau-frère, qui était dans l'armée à ce moment-là à Versailles, là-bas, il a rassemblé le plus vite qu'il a pu les enfants, il en a amené 4 à la maternité pour voir sa femme. Eh bien, dans l'heure qui a suivi, il est décédé. Ouais. Hémorragie interne. Et vous, dans votre rêve, qu'est-ce que vous aviez vu? Parce que c'était moi, c'était l'accouchement impossible. Voilà, c'est ça. C'était pas l'image exacte. Parce que moi, j'avais beaucoup plus de notions animales à ce moment-là. J'étais célibataire. Ouais. J'avais travaillé beaucoup dans le monde animal. J'avais fait la bergerie de Rambouillet, en fait, tout ça comme étude. L'école d'agriculture de Saintes. J'étais dans la production animale à bloc. Et j'ai assimilé tout au monde animal. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous l'avez interprété à votre manière. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Elle avait le cœur, enfin, la vulve fermée. Elle ne pouvait pas sortir ce bébé, quoi. Voilà, oui, là c'était... Pierre, on en revient à ce que tu disais hier, c'est-à-dire que Odile a reçu, enfin son cerveau a reçu une information et il a fait ce qu'il a pu pour l'interpréter, quoi. Exactement, il a fait ce qu'il a pu avec les images, avec les concepts qu'il a à sa disposition. Ici, c'est on peut essayer de chercher le caractère vraiment annonciateur, du phénomène psy, de la caractéristique psy. C'était un accouchement d'un 8e enfant. Donc a priori pas trop de problème à attendre. Normalement, ça aurait dû venir. Voilà. Et puis au bout de 8 enfants, on prend l'habitude, on va dire. Oui, non, c'est vrai. Donc pas de raison particulière pour qu'il y ait un problème. Et pourtant ce rêve qui arrive. Et qui se déroule. Est-ce que vous avez eu comment dirais-je, des détails concernant l'heure? Est-ce que ça s'est passé dans la nuit ou ça s'est passé un peu, parce que elle avait accouché vers 7h du matin. Et vers 11h, c'est à ce moment-là que mon beau-frère a eu réuni 4 des enfants pour lui amener. Et vous, ce rêve, vous l'aviez fait Moi, je l'ai fait dans la nuit précédente. Dans la nuit précédente. C'est-à-dire 48 heures avant. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment un rêve prémonitoire. Tout à fait. Là, c'est vraiment... comme ça que je l'ai interprété comme ça. C'était vraiment un effet de voyance. Je voulais vous en parler quand il y avait les émissions là, à Sud Radio, et parce qu'au moment vous faisiez du paranormal. Exact, oui, tout à fait. Oui, et alors seulement c'était la fin de la saison, vous m'avez dit je vous rappellerai en début de saison. Finalement, ça s'est passé, puis alors moi aussi j'étais déplacé, je peux pas savoir si vous m'avez appelé ou pas. Alors... Il y avait Sabine à l'époque. Alors, mon cher Odile, parce que vous avez parlé de plusieurs choses que vous avez vécues, et 3 rêves prémonitoires. Le second concernant encore un accouchement, mais 4 ans après, d'une autre sœur, qui était à Tonnet-Charente, et où j'ai eu une explication il y a pas très longtemps, parce que ma sœur est décédée, bien sûr, elle aussi. Mon beau-frère est décédé aussi. Ils ont perdu un fils. C'était un accident de scooter. Alors, vous voyez, il y a beaucoup dans notre famille d'événements qui sont tellement tristes que
Alors, ma seconde sœur était à Tonnay-Charente. Elle avait 2 enfants qui avaient 14 et 16 ans. Oui. Et elle était enceinte d'un 3e. Oui. Là, alors là, il y a eu, excusez-moi le mot, une connerie, du tout-bib. Parce que quand elle a eu 9 mois de grossesse, elle a eu une préparation à l'accouchement. Oui. Elle est allée voir son docteur qui lui a dit, mais non, vous êtes malade, c'est une fausse alerte, vous n'êtes pas prête à accoucher. Et il a laissé porter 2 mois de plus. Pardon? Il a laissé porter 2 mois de plus. C'est possible, C'est-à-dire ça? qu'elle a porté 11 mois. Ah bon? Ah oui. C'est dingue quand on en parle parce que j'ai vu le même cas à Albi finalement 20 ans après, qui n'avait fait que 10 mois de grossesse, celle-ci. Oui. Une collègue. Oui, oui. Mais là, pour ma sœur, je vous dis franchement, c'était 11 mois. Ah bon? Et quand elle est partie pour accoucher à Tonnay-Charente, oui. elle était très fatiguée, évidemment. Elle était énorme d'ailleurs. Et lorsqu'elle était à maternité, il y avait 3 accouchements en même temps, avec une seule sage-femme. La sage-femme lui a dit, je vais venir m'occuper de vous, mais j'ai 2 autres accouchements, mais elle lui a dit, allez, vous pouvez y aller, vous savez, parce que moi, mes accouchements, ils sont très longs. Et, vous savez, pour le moment, je ne crois pas que c'est encore... mais la sage-femme est allée voir les autres parturientes, et quand elle est revenue, elle a vu que ma sœur avait des symptômes de faiblesse dans son regard, enfin, presque comme si elle avait été prête à avoir un malaise. Oui. Alors, elle lui a dit, ça va pas. Oh, elle a dit, non, ça va pas, mais enfin, elle a dit... Et alors, à ce moment-là, ils ont fait venir le gynéco, qui était à Rochefort-sur-Mer, parce que Rochefort et Tonnay-Charente, ça c'est à 4 kilomètres l'un de l'autre, Ils ont fait venir le gynéco, chirurgien, enfin, de l'hôpital de Rochefort, qui est arrivé, et il a dit, mais vous savez, ça ne va plus, quoi. Elle est en train de défaillir. Et alors, quand il a vu ça s'aggraver, il a pris carrément un bistouri et il lui a fendu le ventre pour essayer de dégager le fœtus. Ouais. Mais votre rêve prémonitoire, vous, là-dedans, c'était quoi? Ah, mon rêve prémonitoire, là, justement, je l'ai fait la même nuit que c'est arrivé. Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu? Enfin, qu'est-ce que vous avez Alors vu? là, du sang partout. Oui. Et parce que je pense que les 2 rêves peut-être ont dû se conjuguer. Vous comprenez, dans mon cerveau, je sais pas, C'est l'analyse à moi. Oui. Parce que ma sœur est morte d'une hémorragie. Je sais pas, c'est moi qui l'interprète là. Oui. Faut pas quand même, parce que je suis pas tout libre, j'ai fait beaucoup d'études de zootechnie, enfin ainsi de suite, sur les animaux et tout. Mais je suis très très passionné par ces questions médicales et... Alors, là, je dis, c'était la nuit précédente. Ouais. Mais et 4 ans après. Oui. Et donc votre rêve, l'image que vous avez eue dans la tête, c'est vraiment du sang partout, quoi. Ah oui. Du sang partout. Ouais. Et des infirmiers, des infirmières, un bataillon, pour ainsi dire. Ouais. Alors, je n'ai eu enfin, on dit que les rêves, vous savez, ont une très courte durée. Je peux pas dire le temps que ça a duré. Ça a été moins long quand même que pour ma première sœur. Ouais. J'ai pas eu les mêmes phénomènes. Oui, tout à fait. Pierre, par rapport à ce deuxième rêve prémonitoire. Oui, effectivement, on peut le reprendre. Enfin, l'interprétation, la représentation peut être rapprochée à celle du premier rêve. J'aimerais peut-être revenir sur la notion de certitude d'un événement particulier. Il me semble, Odile, qu'à votre réveil, enfin, comment vous interprétiez-vous Oui, j'ai essayé d'avoir ma sœur, même ma sœur, l'autre, celle qui était à La Rochelle. Oui. Et j'ai essayé de la toucher à l'hôpital de La Rochelle, en lui disant, qu'est-ce qu'il y a chez Charlotte? Notre sœur s'appelait Charlotte. Oui, vous sentiez qu'il y avait vraiment un danger, quoi. Vraiment... là, j'étais, vous savez, je suis très sensible à toutes ces questions, Oui. Oui, tout à fait. Oui. Alors dites-moi, juste une petite pause. Odile, il y a Annie qui nous rejoint, qui veut apporter une précision concernant justement la grossesse de votre sœur, qui a porté un bébé donc 11 mois. 11 mois. Annie, bonsoir. Bonsoir Annie. Vous m'entendez bien? Oui. Oula. Oui.
On a un petit problème. Ça passe mal, oui. Oui, effectivement. Est-ce que vous m'entendez, Annie? On va réessayer. Ah non, oui. Oui. Moi, je vous entends très bien. On va réessayer. Bon, dès que on la retrouvera, oui. on interviendra. Oui. Alors, troisième rêve prémonitoire, Odile, parce alors que là, justement, c'est le décès de mon neveu, le fils de Charlotte, là, à qui son père avait acheté un scooter, parce qu'il avait été reçu à son brevet. Et mon beau-frère était travaillé au pont des chaussées, enfin, la chimique de la route. Oui. Et il était tous les jours sur la route et tout, sur les chantiers. Et il avait acheté ce scooter à mon neveu. Alors là, ça a été terrible. Il est allé rejoindre ses copains avec son scooter neuf. Et il leur a dit, voilà, je vais faire le tour de Donny-Charente. Et dans tant de temps, je vous rejoins ici. Ils lui ont dit, tu es cinglé, tu vas pas faire ça en tant de temps et tout. Et il est parti avec son scooter. Et en rejoignant ses copains, devant le monument aux morts de Donny-Charente, il a donné un coup de frein. Il y avait une place gravillonnée devant le monument aux morts. Il a volé avec son scooter sur le monument aux morts, sur les grilles du monument aux morts. Ouais, oula. Et vous, votre rêve prémonitoire? Ah, moi, mon rêve, c'était qu'il était tombé dans un ravin avec le scooter. Ah oui. Là, du tout, je n'ai pas vu l'accident. Là, je ne sais pas, ça n'a pas été du tout de la même façon. Oui. Il était au fond du ravin. Et son autre fils, enfin, était en train de l'appeler, mon beau-frère, pour qu'il arrive pour sortir son fils du... Là, ça rimait pas du tout avec le... Oui, avec les faits. Les circonstances elles-mêmes. Oui. Tout à fait. Ouais. Là, évidemment... Et là, ce rêve, vous l'avez fait avant, la veille? Après, parce qu'il était déjà mort quand j'ai fait mon rêve. Moi, c'était la nuit suivante. Ah, d'accord. Je n'en savais rien. Oui, tout à fait. Et là, en revanche, vous l'avez rêvé après. Oui. Ah, c'est étonnant, là, par rapport aux deux précédents. Pierre Macias, c'est quoi? C'est pas un rêve prémonitoire, justement, mais c'est une information, c'est une voyance, quoi. C'est une information qui est arrivée, quand même. Oui, voilà. Oui, c'est pour ça que je vous dis, et c'est pour ça que là, je sais pas quelle année c'était, j'avais essayé de toucher M. Benetti, là. Oui. Et c'est pour ça que j'essaye toujours, vous savez, j'ai 84 ans, hein. Mais je suis toujours persuadé qu'on n'a jamais avancé dans ce... Ah oui, non, ça je suis d'accord. Dans ce genre de... Parce que... Juste, Odile, 30 secondes, j'aimerais écouter Pierre pour ce qu'il a à nous dire concernant ce rêve, non pas prémonitoire, mais qui est arrivé 24 heures après. C'est-à-dire que l'information est arrivée à Odile 24 heures après, de manière étrange. Oui, dans la prémonition... dans les phénomènes ESP, de perception extrasensorielle, on trouve les trois points, les trois directions dans le temps. Je dirais c'est avant, c'est dans le passé, c'est au présent ou c'est dans l'avenir. Ici, on a eu dans le troisième cas une post-cognition, c'est-à-dire une information qui venait du passé. L'hypothèse sera celle-là. Oui, tout à fait. On rejoint une globalité du phénomène psy. C'est pas le SP, la télépathie, la voyance, la prémonition, post-cognition, ne sont pas verrouillés par des cloisons étanches. Tout ça se rejoint plus ou moins. J'aimerais peut-être poser à Odile une question particulière parce que c'est souvent ce à quoi on pense, soit ce à quoi certains vont penser très rapidement. C'est est-ce que vous auriez eu déjà d'autres rêves d'accidents, mais qui ne se soient d'accidents ou de phénomènes de décès, mais qui ne se soient pas produits par la suite. Qui ne sont pas produits, oui. Vous pourriez nous citer peut-être un cas? Bien, par exemple, encore un autre cas d'accouchement. Ma sœur de Charente-Maritime, mon autre sœur, alors la plus jeune, elle a accouché de son troisième enfant, alors qu'il y avait un problème de résus négatif. Elle a fait une crise d'éclampsie pendant l'accouchement. La gosse est née, quand même, c'était ma filleule d'ailleurs, qui est décédée depuis. Oh, si je vous racontais tout, il n'aurait un feuilleton. Mais là, vous aviez rêvé de sa mort, alors qu'elle ne s'est pas produite. Alors qu'elle ne s'est pas produite. Oui. Et je me suis trouvé quelques jours après, chez elle, à Rétaux, à côté de Sainte, en Charente-Maritime. Je me suis trouvé alors j'avais été couché chez des voisins parce que leur maison ne permettait pas de mettre tout le monde. D'accord. Et je suis allé coucher chez un voisin. Et quand le voisin est venu me réveiller en me disant qu'il fallait une aide d'homme pour le docteur, là ça a failli
Oui, vous vous êtes dit, là, encore j'ai une dit, ça mauvaise y est, quoi, nouvelle, elle est quoi. foutue, celle-là aussi, quoi. Enfin, Ouais. Mais, bon, heureusement, tout s'est bien passé. tout s'est bien passé, malgré qu'on a fait un accouchement à 4 hommes, Oui. avec un docteur, elle a mordu le docteur, enfin, inimaginable, quoi, ce sont des choses... Mais il y a eu danger de mort, quand même. Ah oui. Ouais. Parce que ça, elle était à 11 kilomètres. Ouais. Et l'ambulance était préparée, mais dans la crise d'éclampsie, on ne pouvait pas déplacer la parturiente. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Là, Pierre, donc, c'est là aussi, il y a eu une prémonition, quand même, parce qu'il y a eu danger de mort et peut-être que... On va pouvoir faire l'hypothèse qu'il y a eu quelque chose, oui, le ressenti d'une situation particulière, d'une situation stressante. Ouais. Bon, faudrait analyser, c'est toujours pareil dans ce genre de cas, de témoignage. Il faut documenter le cas, il faut l'envisager sous plusieurs aspects, il faut vraiment le décortiquer avant d'en arriver à une explication, une solution avec une bonne chance d'avoir une bonne explication. Ouais. Annie, on l'a retrouvée, qui voulait intervenir sur ce qu'avait vécu une des sœurs d'Odile, notre témoin. Annie, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, très bien. Là, on vous entend très bien. Alors, voilà. Vous pouvez nous dire, parce que là, c'est très court, ça n'a rien à voir avec les phénomènes paranormaux, on est d'accord? Mais justement, j'en ai un autre derrière à vous dire. Est-ce que je parle trop fort, là? Parce que je sens un écho infernal. Oui, parlez peut-être un petit peu plus doucement, je sais pas. Voilà. Mais, je vais essayer de parler plus doucement. En tout cas, juste en quelques mots, porter un bébé 10-11 mois, c'est... 42e semaine, j'ai accouché. Ça veut dire combien? Excusez-moi, là, je sais pas. 36 normalement, donc ça veut dire 10 mois et demi. Ah oui, quand même. Et j'allais enquiquiner le monde à la clinique tous les jours, parce que je le savais. Ouais. Étant donné que j'ai 14 ans d'écart entre mes deux enfants, je savais ce que j'avais fait, je connaissais la date et tout. Oui. C'était programmé. Donc, 10 mois et demi, quand même. Ouais, 42e semaine, j'ai le carnet de santé, elle est sortie nécrosée, heureusement, sinon elle allait mourir. Parce que j'arrêtais pas de leur casser les pieds jusqu'à ce qu'ils me disent « Oh, on va vous faire un prélèvement du liquide amniotique. Mais allez-y !» Et là, ils y sont allés, et puis alors là, ils m'ont déclenché l'accouchement dardard. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Merci Annie pour cette précision. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Je suis pas toubib non plus, et encore moins obstétricien. Dans quelques minutes, une petite pause, et Elisabeth va venir nous rejoindre. Elisabeth, qui nous appelle de Biarritz, va nous faire part de ses rêves, comme elle l'appelle, annonciateurs. Je trouve le mot très très joli. On va en discuter avec elle, et puis un petit peu plus tard, nous parlerons nous écouterons le témoignage de quelqu'un qui nous a envoyé un SMS et qui dit « À 10 ans, j'ai entendu une voix pour m'avertir d'un danger ». Ça va être intéressant. Ce sera le prochain témoin après le témoignage d'Elisabeth. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler sur le standard de Sud Radio, le standard des aventuriers de l'étrange, pour venir nous rejoindre et nous faire part de votre témoignage si vous avez vécu quelque chose qui est dans l'ordre du paranormal. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Vous pouvez intervenir dans cette émission, nous apporter votre témoignage si vous avez vécu comme Odile quelque chose qui est de l'ordre du paranormal. 0826 300 300, 0826 300 300, vous nous appelez ou vous intervenez par SMS en nous envoyant votre message. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre SMS et vous l'envoyez au 71 200. Elisabeth nous appelle de Biarritz. Bonsoir. Oui, bonsoir Pierre, bonsoir Louis. Oui. Voilà, je vous appelle moi pour... j'ai des rêves, mais depuis très longtemps, je fonctionne avec des rêves depuis des années et des années. J'appelle ça des rêves annonciateurs. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des rêves prémonitoires au sens pur, ce ne sont pas des catastrophes, ce ne sont pas des choses extraordinaires du monde, mais ce sont des rêves que je fais où je suis tenue au courant de ce qui se passe dans ma famille et autour de moi, dans mes amis. Vous pouvez nous citer un exemple? Oui, bien sûr. Il y a quelque temps, j'ai une de mes filles qui habite dans le Gers et qui avait quelques soucis. Je le savais, je l'ai aidée comme j'ai pu. Et puis, une nuit, mes parents sont décédés. Oui. Une nuit, je rêve de papa et de maman. Et nous étions tous les trois, nous étions chez cette fille. Et papa me disait, tu restes pour le week-end? Oh, je disais, non, je ne reste pas. Florence ne peut pas en ce moment. Je rentre, je m'en vais. Et ils me disent dans mon rêve, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut pour le week-end. Bon. Et puis je me suis réveillée le matin. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Bon.
j'appelle ma fille, je lui dis ça va, elle me dit oui, ça va, elle me dit tu sais pas ce qui m'est arrivé, et je lui dis non, raconte. Et elle me dit j'ai été au supermarché, j'ai été faire des courses, et elle me dit j'ai acheté du poisson. Non, monsieur Massias, qui connaît quand même les termes, le poisson c'est la nourriture divine, le poisson. Ah bon, oui, bon. c'est la nourriture divine, le poisson. Et elle m'a dit, j'ai acheté le poisson, il y avait du poisson en promotion, il y avait du lieu, il y avait des filets d'imande. Enfin, elle avait acheté tout un tas de poissons. Et je n'avais pas raconté mon rêve encore. Là-dessus, elle me dit, je suis passée à la caisse, elle me dit, tu sais pas ce qui s'est passé? J'ai dit non. Elle me dit, j'en avais pour 3 € de tout. Combien? 3 €. Ah, il faut me dire où c'est, moi je vais aller faire mes courses. Et je lui dis, ah bon? Et le 3... Bon, et c'est un chiffre, c'est le chiffre divin, c'est la communication avec l'au-delà. Alors, il faut y croire, parce qu'on n'y croit pas. Là, disons que là, c'est votre interprétation, d'accord. Voilà. Ensuite. Oui, c'est une interprétation. Oui. Bon. Et donc, je lui raconte mon rêve. Elle me dit, c'est pas mal. Et je lui dis, oui, papa et maman étaient venus me dire qu'ils allaient te faire les courses pour le week-end. Et elle avait ce qu'il fallait. Ah oui, évidemment. Tout un stock de poissons pour 3 €, Exactement. C'est pas cher. Une autre fois, parce que je fais beaucoup de rêves anecdotiques comme ça, mais je suis tenue au courant, et ce que je dis souvent autour de moi, c'est pas la peine de me mentir, parce que de toute façon, je sais la vérité. Alors, mais dites-moi, Elisabeth, juste pour revenir sur vos rêves, moi personnellement, je vais pas raconter ma vie, mais quand je me lève le matin, je n'ai pas la chance de me souvenir de mes rêves, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'y faites pas attention. Ah, parce peut-être. que tout le monde rêve. Oui, non, mais ça je sais. Il y a plusieurs sortes de rêves. Vous avez des rêves dans la nuit qui sont des rêves récurrents. Oui. Donc cela, c'est l'esprit qui fait le vide, qui nettoie un petit peu tous les événements de la journée. Mais si vous vous réveillez le matin, relativement de bonne heure, par exemple vers 5h30, 6h. Ensuite, vous vous rendormez. Ah oui. Et si vous vous réveillez un peu plus tard, eh bien vous verrez que vous vous souviendrez de ce rêve. Ce rêve sont toujours des rêves porteurs. Ce sont des rêves annonciateurs. En ce qui vous concerne, ensuite, il faut connaître ces rêves. Bon, il faut apprendre à les connaître, apprendre à les comprendre, surtout. Bon, moyennant quoi, il nous annonce beaucoup de choses. Alors vous voulez dire là, vous êtes je comprends maintenant pourquoi vous dites rêve annonciateur et non pas rêve prémonitoire, parce que d'après vous connaissez bien, vous savez que quand vous rêvez de quelque chose, ça veut dire ça. Enfin, vous avez décodé votre langage intérieur, si j'ose dire. J'analyse mes rêves. Voilà, c'est ça. Je sais ce qui va se passer. Voilà. Et alors donc vous, ça vous donne des éléments pour comprendre mon rêve. Oui, pour comprendre votre rêve, mais votre rêve vous donne des informations que vous ne sauriez pas autrement. Exactement. D'accord. Exactement. Vous pouvez nous citer un autre exemple? Oui, une autre fois, parce qu'il y a eu tout à l'heure des rêves un peu tristes. Oui, complètement. Alors, pour vous faire un peu sourire, je rêve dans la nuit que je perdais une dent. Mais c'était une dent artificielle, et puis à me gêner, j'arrivais pas à fermer la bouche. Oui. Alors, j'essayais de la remettre, ma dent, et je n'y arrivais pas. Bon, le matin, je me réveille, puis je dis, tiens, c'est bizarre, parce qu'on dit quand on perd une dent, on va prendre une mort. Oui. Alors, je dis, moi, c'est une fausse dent dans mon rêve. Je dis, tiens, je vais prendre la mort de quelqu'un et d'éloigner, quelque chose comme ça. Et puis, dans la matinée, mon ex-mari passe, et je lui dis, ça va? Il me dit, oui, ça va. Je lui dis, tiens, j'ai fait un rêve. Ah, il me dit, ça m'aurait tourné. J'ai dit, oui, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je perdais une dent du bridge, et je la remettais. Il me dit, ah bon? Et j'ai dit, on va prendre une mort, mais quelqu'un de lointain, certainement. Il me dit, bon, on verra bien. 2 jours plus tard, le voilà qui arrive. Et il passe tous les jours, parce qu'il faut que je vous dise, je suis non-voyante. D'accord, oui. Alors, il passe tous les jours. Et on discute. Il me dit, demain matin, je passerai pas, je vais chez le dentiste. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, j'ai une couronne qui est tombée. Excellent. Il me dit, tu vois que t'as pas appris quelqu'un qui t'est mort. Je lui dis, non, mais c'est toi qui as perdu la dent. Et ça, je le savais. Ah, c'est très amusant, ça. Oui. Il y a plein de petites choses comme ça anecdotiques. Oui. Bon, à présent, dans les rêves un peu extraordinaires, j'étais envoûtée par le pape. Pardon? J'étais envoûtée par le pape. Dans votre rêve? Non. Dans la réalité, j'avais une attirance extraordinaire avec le pape. D'accord, oui, d'accord. Je trouvais une image charismatique, je le trouvais, il avait des yeux vraiment extraordinaires. Oui. J'ai adoré ce pape. Bon, je suis très croyante, mais pas pratiquante.
pratiquante, c'est pas l'église pour autant. Et une nuit, je rêve du pape, parce que je rêve très souvent de lui. Oui. Alors pourquoi? Moi, j'ai donné une raison, mais enfin, que je n'établirai pas sur les antennes. Oui. Et donc, je rêve du pape. Nous étions dans un jardin magnifique avec des fleurs. Il était, c'est en 84, en 2004, c'est pas vieux, hein. Oui. Et il était avec sa robe, il marchait, il était beau comme tout, et il me donnait la main, j'étais à côté de lui toute petite. Étant adulte quand même. Oui, d'accord. Et on parlait. Et puis là-dessus, on l'appelle sa sainteté, enfin on l'appelle quelqu'un qui est arrivé avec un portable. Et il me dit, je suis obligée de vous quitter. Je lui dis, oh déjà, il me dit, oui, on m'appelle au téléphone, je suis obligée de partir. Je lui dis, on se reverra. Il me dit, oui, on se donne un rendez-vous à Lourdes. Bon. Et ça, c'était en 2004. Bon, je raconte ça autour de moi. On me dit, si tu m'as rêvé du pape, j'ai dit, ben oui, j'ai rêvé du pape. Bon. Et puis, au mois de mars, un matin, j'avais pas encore entendu la radio, mon ex-mari arrive, il me dit, tiens, t'as ton pape qui va à Lourdes. Ton pape. Et oui, mon pape, parce que quand je parle de lui, il me dit, t'as ton pape qui va à Lourdes. Oui. J'ai dit, je le savais. Il me dit, oui, c'est vrai, tu l'avais rêvé. J'ai dit, je l'avais rêvé. Ouais. Alors là-dessus, je téléphone à Lourdes pour prendre une chambre. Oui. Parce que je voulais le voir. Bien sûr. Et l'hôtelier me dit, mais vous savez, c'est absolument pas sûr encore. Bon, rien ne dit qu'il viendra parce c'est un murmure comme ça. Oui. On ne sait pas. Ouais. Oh, je lui dis, moi, je peux vous affirmer qu'il viendra. Et l'hôtelier que je connais, parce que je vais souvent en pèlerinage là-bas, il me dit, comment vous le savez? Et il est venu me le dire. Hein. Alors il se met à rire, il me dit, ah bon, vous êtes bien placé avec lui? Je lui dis, oui, il est venu me le dire en rêve. Ah, bon, ça va mieux. Et puis, effectivement, au mois de mai, on a eu la confirmation qu'il venait. Ouais. Malheureusement, moi, j'ai eu de problèmes de santé, je n'ai pas pu y aller. Donc, le rendez-vous a été manqué. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Il est venu à Lourdes, et je l'ai vu en rêve. Merci beaucoup, Elisabeth, pour nous avoir confié ces très jolis rêves là qui sont vraiment agréables. Pierre Massias, ce ne sont pas des rêves comme j'en parlais avec Elisabeth prémonitoires, mais annonciateurs. Finalement, Elisabeth a trouvé son propre terme. Oui, elle a trouvé son propre terme. Elle a trouvé sa manière à elle d'interpréter ses rêves. Les codes, elle a su décoder ses propres codes. Alors, dans tous ses rêves, il y a sans doute de la prémonition. On peut imaginer qu'il y ait des phénomènes psy. Il doit y avoir des rêves tout à fait normaux, mais qui prennent sens sous l'interprétation d'Elisabeth. Je dirais que c'est un témoignage, en tout cas, rafraîchissant par rapport aux prémonitions dures, qu'a vécu Odile juste avant. Voilà. Il faut espérer qu'il y ait beaucoup de gens beaucoup plus de gens qu'on ne le croit, qui aient ce genre de rêves et d'interprétations. En fait, il faudrait que les gens apprennent un petit peu comme Elisabeth à se souvenir de ses rêves. Bon, c'est pas toujours évident. Moi-même, j'y arrive pas forcément. Mais à les comprendre et à comprendre les messages qu'ils peuvent donner. Voilà, à leur donner du sens, à essayer de leur donner du sens. Ça marchera, ce sera pas forcément la bonne interprétation à coup sûr, au moins les premières fois, mais à chercher à décoder ses rêves, à trouver ses propres marques, et peut-être que ça donnerait lieu à des apparitions de prémonition, de voyance, les gens en interprétant, se souvenant des rêves, en les décodant, en leur donnant le bon sens au bout d'un certain temps. Peut-être que ça ferait apparaître encore plus de témoignages et de la vie courante, de la vie encore, je dirais, plus courante, plus proche, plus quotidienne. C'est pas des événements ponctuels durs, mais des événements de la vie courante. Savoir écouter et voir les signes, quoi. Oui, savoir. Oui, c'est un peu dans ce sens-là. Ces signes. Oui. Voilà, exactement. En tout cas, merci Elisabeth de nous avoir confié ces quelques jolis rêves. Elisabeth qui nous appelait de Biarritz. Une pause et ensuite nous écouterons Chantal, le témoignage de Chantal qui appelle de Clermont-Ferrand, qui elle a vécu quelque chose de tout à fait particulier. Elle a entendu une voix qui l'a averti d'un danger. Restez avec nous, c'est juste après la pause. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio.
Vous pouvez, vous le savez, nous appeler au 0826 300 300. Il reste encore quelques minutes à passer ensemble dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Si vous avez vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, comme Elisabeth, comme Odile, qui nous ont appelés, eh bien n'hésitez pas, vous aussi, 0826 300 300, ou comme Chantal, que l'on va retrouver dans quelques secondes, vous nous appelez, sachant que dimanche prochain, il y aura une autre émission de 2 heures consacrée entièrement à vos témoignages. Donc je dis ça notamment à Monique de Nîmes qui nous a envoyé un très gentil SMS pour parler d'un phénomène qu'elle a vécu en ce qui concerne la photo de sa grand-mère, si j'ai bien compris. Eh bien Monique, je vous invite à nous appeler au 0826 300 300 pour nous laisser un message ou laisser vos coordonnées à Morad pour que vous puissiez faire partie des témoins qui passeront à l'antenne dimanche prochain. Chantal nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir Pierre. Bonsoir Chantal. Merci d'abord de nous appeler de si loin, à Clermont-Ferrand. Il fait pas trop froid, ça va? Non, ça va. Bon, très bien. Alors Chantal, vous nous avez envoyé un SMS tout à fait étonnant qui dit « À 10 ans, j'ai entendu une voix qui vous a averti d'un danger. » Oui. En fait, j'avais 9-10 ans et j'étais dans le jardin de mes parents. Oui. Et je regardais s'éloigner du jardin. On visualisait la nationale qui, on était un peu l'extérieur du village où j'habitais. Et mes frères donc empruntaient cette nationale pour aller au centre du village pour aller faire de la gym. D'accord. Donc eux, ils étaient en voiture, c'est ça? Ils étaient à pied, hein. Ah, ils étaient à pied, d'accord. Donc moi, du jardin, je les voyais s'éloigner à pied sur la nationale. Donc ils étaient sur le bord de la route. Et ils avaient 12-14 ans. D'accord. Et puis, donc, en fait, quand je les voyais plus de la route, je suis repartie, donc, j'ai fait rebrousser chemin et je me dirigeais vers la maison. Voilà. Et c'est là qu'une voix m'a dit, et j'ai senti cette voix une voix d'une personne âgée, une femme, comme une grand-mère. Enfin, je n'ai pas connu de grand-mère, moi, hein. Une grand-mère, enfin, une voix âgée qui me disait, retourne sur tes pas, il faut que tu vois quelque chose à tout prix. Donc, c'est ce que j'ai fait, je suis retournée sur mes pas. Et c'est là que j'ai vu mon petit frère qui était âgé de 3-4 ans et qui était au milieu de la nationale. Oula! Donc vite, j'étais le chercher, donc j'ai couru, il était à 400 mètres de la maison, donc j'ai été le chercher, il était au milieu de la route et il pouvait se faire écraser d'un moment à l'autre. Hein. Ah, complètement, oui. Et alors, là, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous demander votre âge, ma chère Chantal, mais vous aviez... Bon, si vous le dites, d'accord. Ok. Bon. Donc, ça fait quand même 40 ans que ce phénomène s'est produit. Oui. Quand même. Et vous vous souvenez elle résonne encore dans votre tête, cette voix? Ça m'a tellement marqué. Et j'ai trouvé cela tellement surprenant et tellement étonnant parce que j'avais 9-10 ans et c'était vraiment, et j'ai encore ce souvenir parce que ça m'a marqué, quoi. Je trouvais ça quand même étonnant. Parce que je n'y ai pas du tout préparé à ça, je veux dire. Je regardais mes frères, s'éloigner sur la route, et puis c'est tout, comme j'avais l'habitude de faire. Oui, après vous tournez les talons et vous repartez et voilà, vers la maison. Après je revenais à la maison et cette voix m'a dit non, reviens sur tes pas, il faut que tu vois à tout près quelque chose, quoi. Et c'est ça et encore, 40 ans après, je m'en souviens, mais c'est normal de s'en souvenir. Ah oui, mais tout à fait. Et vous l'avez clairement identifié comme étant une voix féminine. Oui, féminine et âgée. Oui. Âgée, oui. Et est-ce que par hasard, de temps en temps, quand vous entendez une femme âgée parler à côté de vous, vous dites tiens, ça ressemblerait plutôt à ça ou plutôt Je sais pas. Je n'ai pas reconnu cette voix dans la vie réelle, quoi. Je ne l'ai pas reconnu cette voix. On aurait dit que c'était une voix, oui, d'ailleurs, mais comme une protection, quoi, comme quelqu'un qui me protège et comme une grand-mère, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, c'était ce sentiment-là. Oui. Et est-ce que ça vous est arrivé, cette voix, est-elle revenue après de temps en temps dans votre vie? Jamais. Oui. Non, ça arrivé une fois. Hein. Après, j'ai eu d'autres expériences, mais c'était pas cette voix-là. J'ai eu... Quand j'avais 20 ans, je travaillais dans une banque et j'avais croisé une collègue de travail qui avait 29 ans, qui était en pleine santé, hein, donc qui construisait, qui avait plein de projets. Et puis quand j'ai croisé dans un couloir de bureau, quand j'ai croisé, j'ai vu des yeux vitreux à la place de ses yeux, donc j'ai vu la mort, quoi. Ça
ça m'a foudroyée. Et puis un mois après, elle est morte d'une leucémie foudroyante, quoi. Ah oui, alors que évidemment rien ne le laissait présager. Non, rien ne le prédisposait à... Oui. Et là, en la croisant, vous avez réellement vu sur son visage, à la place de son regard, des yeux vitreux, des yeux blancs, quoi. Des yeux vitreux, quoi, blancs, morts, quoi, des yeux morts. Là, alors, Pierre... Vitreux, je sais pas si c'est blanc, mais... Oui, enfin des yeux vitreux, non, mais vous avez tout à fait raison. Pierre, que penses-tu de cette voix? Je trouve ça très joli, cette voix de femme âgée qui vient et qui dit attention, rebrousse chemin, il y a quelque chose que tu dois absolument voir. Oui, c'est joli comme idée. Je me suis posé la question si en fait c'était pas Chantal qui voyait, enfin qui a pressenti par un moyen normal, je dirais, la possibilité d'un accident. Vous avez vu votre frère? Mon petit frère, oui. Pardon? C'est son petit frère. Mon petit frère, oui. Votre petit frère, de 3-4 ans qui s'était scapato, comme on dit. Qui avait voulu suivre mes frères, mes grands frères, et qui était au milieu de la route. Et que personne n'avait vu, évidemment. Oui, que personne n'avait vu, non. Il s'était faufilé et zou, quoi, le coquin. Ouais. Je me pose la question du psy ou pas psy, en fait. Ouais. Ah oui, tu penses que d'une manière tout à fait inconsciente, c'est-à-dire que Chantal, vous auriez vu, sans vous en rendre compte, votre petit frère quelque part sur la route, vous vous êtes retourné, et là, par un mécanisme un réflexe de je ne sais comment, nickel, le cerveau a tiré la sonnette d'alarme et a dit a provoqué cette voix, quoi. C'est le cerveau qui serait dit, lui tout seul, mais il n'y aurait pas de phénomène paranormal, c'est ça. Voilà, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que le cerveau, on acquiert tous un tas d'informations sans le savoir, en fait, qui sont totalement inconscientes. Et on va avoir des réactions éventuellement en fonction de ces informations, des réflexes en fait, complètement incontrôlés. Et là, c'est là où c'est difficile à interpréter. Mais que j'aurais vu mon petit frère partir. Oui, mais de manière totalement inconsciente. Parce que moi je trouve que c'est un peu, oui, peut-être que vous avez raison, mais comme moi ça, en fait quand j'ai entendu cette voix, bon, peut-être que ça venait de mon cerveau, peut-être, je sais pas, et que le fait que je sois retournée donc sur mes pas, j'ai attendu quand même un peu de temps avant de voir mon frère, hein. Donc j'attendais, quoi. Ah, d'accord. J'attendais, quoi. Oui. Je l'ai pas vu de suite, j'attendais. Oui. Vous l'avez perdu de vue pendant un certain temps quand même. Vous cherchiez ce qu'il y avait à voir, quoi. C'est-à-dire que comme on m'avait dit de retourner sur mes pas, donc j'attendais de voir quelque chose. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai vu mon frère, voilà. Ah, d'accord, ok. Oui. D'accord, c'est-à-dire que l'événement s'est passé un tout petit peu après. Vous avez été averti avant que l'événement ne se produise. Et voilà. Mais oui. D'accord. Ça, c'est intéressant. Mais ça, je ne les voyais plus, donc je ne voyais plus rien. Et c'est en tournant sur mes pas que j'ai entendu cette voix, et donc je suis retournée sur mes pas, et j'ai attendu peut-être 3, 4, 5 minutes, et puis là, j'ai vu mon petit frère. Voilà, d'accord. Donc il y a vraiment une séparation dans le temps, qui fait penser que du coup l'observation inconsciente n'est pas aussi évidente. Hypothèse que je retiendrai, Pierre, parce que je t'aime bien, mais Non, mais faut analyser ça précisément. L'hypothèse du phénomène psy, je serais plutôt pour. Il nous reste juste 3 minutes, Chantal. J'aimerais qu'on parle de la deuxième chose que vous avez vécue, croiser cette personne dans le couloir du bureau et s'apercevoir qu'elle a les yeux vitreux alors qu'elle a 29 ans, qu'elle pète la santé et que tout va bien, et que un mois après, elle est emportée par une leucémie foudroyante. Et quand vous avez vu ses yeux vitreux alors qu'elle avait les yeux normaux, vous avez été glacé, vous avez senti... Ah oui, j'ai été figée, quoi, d'effroi, parce que j'ai senti la mort, quoi. Oui, voilà. Vous avez senti intérieurement qu'il allait y avoir un drame, quoi. Quand j'ai croisé avec ses yeux vitreux, j'ai dit, mais j'ai vu la mort. Bon, après j'ai dit non, c'est pas vrai. Elle chantait, je me rappelle, à l'époque c'était la chanson de Sylvie Vartan qu'on entendait souvent à la radio. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Ah oui. Elle chantait tout le temps cette chanson-là. Elle avait un petit enfant de 10 ans. Oui, elle allait bien, quoi. Enfin, elle était vivante, quoi. Elle avait une maison en construction, donc elle avait plein de projets, cette femme. Et elle a été foudroyée par la leucémie en un mois. Elle a été hospitalisée, et puis un mois après, elle est morte. Et ça m'avait fait quelque chose, donc j'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors, Pierre. On rencontre, je dirais assez souvent, entre guillemets, des gens qui ont ce genre de sentiment en croisant une personne qui leur est totalement inconnue. En général, c'est un sentiment, ils sont pris aux tripes.
le ressentent intérieurement très très fort. Il me semble que vous avez eu ce sentiment en voyant des yeux vitreux, c'est-à-dire que vous avez eu un signe presque objectif. Ouais. Qu'elle allait décéder, quoi, c'est ça. Oui. C'est bien ça. C'est-à-dire vous avez vu quelque chose. C'est pas vous avez senti quelque chose aux tripes. Si, les deux. Elle a vu ça et. Parce que ça m'a marqué profondément, quoi. Je m'en souviens encore. Bon, parce que ça remonte à loin. Ouais. Et je me vois en train de la croiser, cette femme. Ouais. Je la visualise. Les autres collègues, je les visualise pas, mais elle, je la vois. Oui, tout à fait. Je la vois comme c'était hier. Je me vois en train de la croiser dans le couloir encore, 30 ans après, quoi. On peut imaginer que c'est un phénomène de prémonition, tout à fait. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir d'autres témoignages de cet ordre-là, c'est-à-dire avec des signes corporels ou des signes alentour de la personne qui vont confirmer la sensation du témoin. En tout cas, on peut, ce serait un cas intéressant à archiver, à analyser dans le contexte de beaucoup d'autres cas du même genre. Ouais. Merci Pierre, merci beaucoup d'être venu comme ça écouter, tendre une oreille attentive et plein d'humanité pour l'écoute des témoignages de ceux et celles qui ont vécu quelque chose dans l'ordre du paranormal. Je vous rappelle que dimanche prochain, 2 heures d'émission seront consacrées à votre écoute. Merci à Chantal qui nous appelait de Clermont-Ferrand. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui est au standard. Et puis samedi prochain, à partir de 22h jusqu'à minuit, nous parlons des ovnis avec les enlèvements réalisés par des ovnis. Bonne soirée, bonne semaine, à samedi prochain.